Bonjour à tous, bonjour à vous mesdames et messieurs, merci encore de nous retrouver ce matin sur notre antenne avec 10-12, le Zénith. C'est un plaisir de vous rencontrer comme chaque matin avec la grande famille encore pour mieux comprendre les réalités qui existent autour du Cameroun. Qu'est-ce qui se passe encore cette fois-ci avec le cas Samuel Ouazizi? Peut-on savoir où en sommes-nous avec le cas Samuel Ouazizi? Pourquoi l'état du même temps? C'est le silence des journalistes du Cameroun qui, depuis l'annonce de ce décès, ne disent toujours rien à sa suite. Et au-delà de Samuel Ouazizi, on parle également de Christopher qui lui aussi est en prison depuis un petit moment, toujours pas jugé. Comment expliquer que le Cameroun devienne le terrier où les journalistes sont aussi maltraités? Parlons encore de journalistes maltraités. Il y a 4 ans que M. Vamouké, ancien directeur général de la chaîne nationale TV, en même temps est en prison. Il vient à nouveau de crier fortement. Il demande de revoir son cas, de renvoi en renvoi. Il n'en sait pas grande chose. Comment expliquer la relation qui existe entre le gouvernement camerounais, les journalistes, la presse internationale ou encore même les relations qui existent entre la presse internationale et les journalistes camerounais? Pourquoi abandonner les journalistes à la vindicte, on dira, du gouvernement, à la merci, bien sûr, de ceux qui ne veulent pas qu'on mette au goût du jour les lumières réelles et surtout le vrai visage du Cameroun. Bienvenue à vous, mesdames et messieurs. Avec la grande famille ce matin, on a encore du temps à passer ensemble. Bonjour, Mombo Mengan Kanje. Bonjour, monsieur Ngachou Numba. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Je rends hommage ce jour à un Camerounais digne fils, l'un des précurseurs du combat politique aujourd'hui, Ruben Oumniobé. La première fois, la voix du Cameroun avait été entendue à la tribune de l'Organisation des Nations Unies. C'était le 17 décembre 1952. Oumniobé, au-delà d'exposer les problèmes du Cameroun, il avait 2 orientations majeures. Il avait dit, par exemple, que la réunification du Cameroun est une condition sine qua non de l'accès de ce pays à sa souveraineté internationale, donc à l'indépendance. Deuxième chose qu'il avait souligné avec hargne, avec pugnacité et tout, c'est quoi? C'est que l'État du Cameroun n'était pas une colonie. Il a dit sur la base de la bout de phrase que la France avait mis dans cette déclaration du 13 décembre 1946, la déclaration de tutelle. La France avait dit elle l'administrera comme partie intégrante du territoire français. Oumniobé s'était opposé farouchement à ce bout de phrase-là pour dire qu'en fait, la souveraineté du Cameroun, donc l'indépendance du Cameroun, devait être fixée à 10 ans après la signature de ces accords de tutelle. Donc le Cameroun, pour Oumniobé et pour l'Union des populations du Cameroun à cette époque, l'indépendance du Cameroun devait être accordée en 1956. Et en 1956, on nous a apporté la loi cadre, la loi DFR, pour aboutir en avril 1957 à un décret qui crée l'État du Cameroun. On est bloqué jusqu'aujourd'hui. Donc le combat de Oumniobé reste d'actualité. Le combat de l'UPC reste d'actualité au Cameroun aujourd'hui, de considérer la France comme un élément perturbateur dans ce combat. Merci beaucoup, Mombo Mengan, pour ce 17 décembre 2020. Eh bien, écoutez, très bien. Il est important de s'en souvenir de ces premiers propos. Nous voulons l'indépendance directe et totale du Cameroun, disait Oumniobé ce 17 décembre 1952 devant la tribune des Nations Unies, et la voix du Cameroun avait retenti devant ceux qui qualifiaient celui-ci de nègre et ne pouvons pas réfléchir. Bonjour à vous, Charles Membachou. Bonjour, monsieur Michel Ngachou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Nous condamnons sans réserve vos propos injurieux, vos attitudes condescendantes vis-à-vis de nous, de notre peuple entre guillemets de l'Ouest Cameroun et plus précisément de Bamougoum. Et nous voudrons par conséquent que vous preniez sur vous de demander votre mutation hors de notre terroir parce que vous n'êtes plus le bienvenu.
Dixit, le président des élites Bamungum, et le président du comité de développement dans une lettre adressée à M. Bandamjo Aurélien, le sous-préfet de Bamungum. Les populations disent là-bas, monsieur le ministre de l'administration territoriale, qu'elles ne veulent plus de lui. Bras de fer entre l'élite et le sous-préfet. Persona non grata désormais à Bamungum. Voilà. Et ce qui est très clair d'ailleurs, parce que le peuple s'exprime, ce qui est très clair, le peuple a parlé, le peuple revendique. On espère maintenant que le gouvernement camerounais, à travers le ministère de l'administration territoriale, entendra au moins pour une fois la voix du peuple. Attendons de voir. Le peuple, c'est qui? Le peuple Bamungum. Bonjour Karine. Bonjour Michel Gachou, bonjour aux téléspectateurs. Dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, on va s'intéresser à un sujet quand même marquant parce que on va parler de ce que le ministre Joseph Lé a dit aux élèves de l'ENAM qui sont entrés en début d'année académique le 15 décembre dernier, parce qu'il a tensé tous ceux qui soutiennent que l'ENAM est une école qui doit être supprimée ou encore dissoute au Cameroun. Pour lui, en fait, la quintessence de ce que j'ai compris, parce qu'on va revenir sur ce qu'il a dit clairement dans le cadre même de cette revue des réseaux sociaux-là, pour lui, il s'agit pratiquement des jaloux. Voilà. Donc, on est jaloux de l'ENAM. Oui, vous êtes jaloux. Vous ne pouvez pas réussir. Vous pensez que parce que vous êtes pauvre, tout le Cameroun doit être pauvre. Voilà, on en reparle. Et Dominique Audin-Henri, déjà, je ne sais pas trop pourquoi. Bonjour Dominique. Bonjour Michel. Ça vous parle aussi? Vous aurez souhaité entrer Elle l'ENAM? de quoi? Elle aurait souhaité entrer l'ENAM. Peut-être morte, parce qu'on sait comment les gens entrent là-bas. Peut-être morte, oui. Lorsque je serai enterrée des mois après, j'aurai l'entrée à l'ENAM, certainement. Ah, d'accord. Et quand Si on c'est sait également cette qu'il y a eu jalouse, des mois qui ont reçu ce concours l'ENAM. Justement, on est jaloux aussi de ça. Ouais, on est jaloux d'être... Il a dit quoi? Il n'a pas dit que c'est la jalousie. C'est toi qui as dit jalousie, non? Je dis que quand tu lis tout, tu comprends. Ok, bon, je m'en tiens à Il vous, veut dire ce madame qu'il a dit tout Santia. à l'heure. Oui, tout à l'heure, on en reparlera, Karine. Je vous en prie, les filles. Parce qu'elle elle veut mettre les organes. J'ai Non, non. admis Elle met quoi? les organes. C'est grave. Merci à vous, Vous madame, savez qu'au monsieur. Cameroun, on a la faculté de faire naître des expressions. Moi, je suis perdu depuis l'envie des organes. Je sais que c'est quoi le cœur. Les organes. Oui, c'est ça. Eh bien, il est important justement de rappeler qu'après l'émission d'hier, où nous demandions bien évidemment population, enfin, où nous débattions et rappelions quand même que les populations, si elles ont un problème, pouvaient se rapprocher des chefs de quartier pour pouvoir mettre ces derniers au travail et leur dire, puisque vous êtes chef de quartier et vous êtes auxiliaire d'administration, on a reçu pas mal de coups de fil hier des chefs de quartier, de nombreux quartiers de Douala, de Yaoundé et d'autres contrées du Cameroun. Nous croyons en même temps que le message est passé et que les Camerounais doivent comprendre que... Ils appellent pourquoi? Oui, que... On ne devrait pas. Qu'on met leur vie en danger. De quelle façon? Que nous, on a mis leur vie en danger et que nous ne leur permettons pas de travailler normalement. C'est justement Parce que s'il y en a 10 000 personnes, l'homme a dit hier que M. Ngachou, dites-vous, s'il y a 1000 personnes chez moi qui demandent à manger, prenez la nourriture pour leur donner. Il n'est pas question de donner à manger. Voilà, Il est question de donner de l'électricité, Voilà. de l'eau et de la sécurité dans la mesure de vos capacités. Voilà, simplement pour rappeler que l'intention, c'est de dire, lorsqu'on est auxiliaire d'administration, on est proche du peuple. Et lorsque le peuple a un problème, il se rapproche d'abord de l'auxiliaire le plus proche, qui est le chef de quartier. Oui. Donc s'il y a un souci, on se rapproche d'abord du chef de quartier et on va suivre justement les procédures au fur et à mesure. Le mien, M. Michel Ngachou, a constitué sa notabilité hier. Ah, Oui, le mien, dans mon cas, il a constitué sa notabilité hier. Ils ont engagé des tournées. Donc, ils ont décidé Tant que mieux. les jours à venir vont aller saluer Néo. Pour leur dire C'est une que bonne désormais, nous chose. travaillerons ensemble. voilà. C'est une très Donc, ça bonne dit chose. qu'ils vont se mettre ou pas. Voilà, merci beaucoup. Allez, l'histoire de ce matin, Dominique Audrey. Cette histoire nous vient d'un promoteur culturel camerounais qui a... on dirait qu'il a commis une gaffe il y a sensiblement 3 semaines et il aimerait qu'on lui dise comment faire pour se faire pardonner. En fait, Cédric est le copain de Janice depuis 2 ans. Janice vit encore chez ses parents et de temps en temps, elle va rendre visite à Cédric, ainsi de suite. Donc, Cédric se plaint de ce que à chaque fois qu'il invite Janice, Janice se ramène toujours avec
sa meilleure amie, entre guillemets. Et lorsqu'il lui a posé la question de savoir, mais pourquoi est-ce que toutes les fois je t'invite, je suis avec des amis, avec des collègues, avec ma famille, je t'invite, tu te ramènes toujours ton amie. Janice lui a fait savoir que non, en fait, elle est mon amie. Lorsque j'ai traversé des moments difficiles, elle était avec moi. Et aujourd'hui, elle traverse une mauvaise passe, dont je me dois d'être là et de la soutenir. Cédric dit que la seule intimité qu'il a avec Janice, c'est lorsqu'il se retrouve dans une chambre. Le reste de temps, ils sont toujours comme dans un couple à trois. Il dit qu'à la fin du mois de novembre, Janice lui a fait savoir que tu sais que les fêtes approchent et que pour ces fêtes de fin d'année, je voudrais avoir déjà mon argent pour acheter mes vêtements, mes chaussures et tout. Et elle lui a demandé la somme de 300 000 francs pour cela. Cédric a dit que d'accord, il a compris et c'est pas un problème. Et il y a 3 semaines donc, la première semaine du mois de décembre, Cédric fait savoir à Janice qu'il faudrait qu'elle le retrouve dans un restaurant au niveau d'Aqua, là-bas, parce qu'il venait de signer un contrat, dont il a eu un gros contrat, et il a voulu célébrer ça avec sa petite. Celle-ci donc, elle arrive, il a cru qu'elle était seule, il était content. Ah, pour une fois, je vais pouvoir profiter de ma meuf, de ma copine. Et quelques heures après, quelques minutes par là, sa copine se ramène, la fameuse meilleure amie. Et des minutes qui ont suivi, la meilleure amie se ramène encore avec une autre amie. Donc, et à l'allure compris les choses, Cédric se rend compte que la facture des commandes avoisinait les 150 000 francs. Il a fait mine d'aller au téléphone et il est parti, il les a laissés là avec cette énorme table, avec ses vins et tout ça, entrée, résistance, dessert, whisky, 150 000 de commandes. Il est allé au téléphone et il est parti. Sauf que les filles se sont rendues compte qu'elles ne pouvaient pas payer. Et le propriétaire du restaurant a fait venir la police et tout. Donc on a un peu menacé les filles là. Donc Janice a appelé ses parents et ils se sont cotisés rapidement et ils ont payé. Donc depuis 2 semaines, il appelle Janice pour dire à Janice que ma chérie, j'aime les 300 000 que tu voulais pour tes fêtes de fin d'année. Janice dit qu'elle ne veut plus rien entendre. Il dit que c'est une bonne fille, elle a de bonnes habitudes. Elle est bien, mais son ami là et ses amis là, non. Ils ne pouvaient pas gérer cette situation. Comment se faire pardonner quand on a lâchement abandonné sa copine devant une facture? S'il vous plaît, elle travaille? Non, elle ne travaille pas. Ah, d'accord. Bon, si être la copine de quelqu'un, c'est un métier. Non, je demande, est-ce elle est la travaille? copine de... C'est ce que vous appelez copine. Sa petite, non. Sa fiancée, même en devenir. Ah bon? Il n'a pas clôturé qu'il aime trop. Il aime, non. Il ne veut pas la perdre. Justement, s'il pose le problème, s'il veut qu'on l'aide à reconquérir Janice, c'est parce que justement, il l'aime. Bah écoutez, Un je sais pas garçon comment on va dire ça. Hein. Son cœur flashé, Bon, c'est une histoire. On va donner justement l'occasion aux femmes de s'exprimer longuement là-dessus ce matin. Et étant donné que Dominique Audrey nous restitue l'histoire, hein, comment on arrange ce genre d'histoire? Déjà, on vous invite. À chaque fois, vous ne venez jamais seul. Vous êtes toujours avec votre copine. Et plus grave quand même, lorsqu'il y a un autre rendez-vous plus intense cette fois-là, vous venez avec plusieurs de vos copines. Oui. Et elles boivent plus de 150 000. Oui. 150 000. Et elles n'ont rien en poche. Elles n'ont rien en poche. Et vous trouvez quand même l'occasion de disparaître, vous laissez la fille. Vraiment. Les hommes d'aujourd'hui. C'est souillant, hein? Bon. Qu'est-ce qui est souillant? Le comportement de l'homme ou de l'homme? Non, que de lui, que de dans son point de vue. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Comment on répare ça? Parce qu'il faut quand même... Il faut d'abord savoir poser le problème. Okay. Voilà. Comment un homme normal peut-il vivre avec une panthère? Si vous posez le problème, là on peut discuter. Donc, ça c'est votre entendement, Bonbon. Non, c'est l'entendement qui est là. De l'histoire. On peut donc renverser. Comment un homme normal peut vivre avec une croqueuse de diamants? Là c'est mieux. Où sont les diamants à croquer là? Voilà. Alors, Non. justement, on va faire très sérieux. C'est une histoire qui nous était envoyée. Bien sûr, Faut c'est pas un qu'on ait homme, le sentiment c'est un que... cœur en peine. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit pour ce monsieur? Comment l'aider à reconquérir? Attends, vous dites quoi? Cœur en peine? Il aime la fille. Vraiment. C'est mieux de d'accord. Il est très engagé. Non, mais je veux pas dire, je veux comprendre. Je veux comprendre. Il y a une terminologie. Non, bon, écoute les filles. Non, bon, écoute d'abord les filles. Et après, maintenant, on verra. Il vous donnera. C'est le père, hein, il va s'en souvenir à la fin. On écoute d'abord Dominique Audrey. Bon, ça va aller.
Donc, on peut comprendre que Cédric, aujourd'hui, au-delà du fait que Janice soit toujours accompagnée par ses amis, il a trouvé en elle la femme. Simplement, la femme mal accompagnée, la femme avec une morale qui laisse un peu à désirer. Parce que en 2020, il est incompréhensible qu'on aille s'asseoir dans un restaurant et qu'on ne puisse pas être à même de payer sa facture. Et par-dessus le marché, de ramener 2 personnes qui vont faire dépenser autant à son vis-à-vis, à son conjoint, à son partenaire, à son copain, comme vous voulez. Maintenant, le problème que j'ai avec Cédric, c'est que aujourd'hui, ça c'est Cédric aujourd'hui, mais ce sont les hommes en général. Ils ont tendance à vouloir faire le gros dos, jouer les petits boss, les nouveaux riches, en disant non, vas-y, commande ce que tu veux, je vais payer. C'est un problème. Parce que si vous n'êtes pas à même de dire à la personne que vous invitez, voilà, je t'invite au restaurant, mais il faut savoir que on a un budget serré, c'est un problème. La femme va se donner certaines latitudes parce que, comme on dit généralement, la femme a tendance à repousser les limites toujours un peu plus. Si la dernière fois, vous avez eu la facilité à dépenser 50 000 à manger avec elle, d'accord, elle aura la possibilité aussi un peu plus d'aller plus loin. Cédric est un homme faible. Malheureusement, Cédric, vous n'avez pas assez de verve, ce qui doit caractériser un homme, parce que si vous êtes avec une femme et vous n'êtes pas capable d'imposer les limites en 2 ans de relation, ça veut dire que c'est elle qui est au-dessus. On impose les limites à une femme en démocratie. Bon, c'est que j'arrête pas de rire depuis parce que je dis, quand elle est qu'est-ce que c'est un homme faible. Jamais comprendre. Non, il est faible. Ben, évoluons. Vous êtes dans une relation avec une femme, la seule fois où vous pouvez être avec elle, c'est les fois où vous devez faire les galipettes. Pourquoi? Parce que chaque fois, elle se ramène avec son ami. Mais demandez-lui de ne plus venir avec son ami. C'est ça aussi être un homme. Pouvoir prendre les rênes. Ouais. Et toutes les fois où, du moins, tous les hommes qui ont laissé les femmes faire ce qu'elles veulent, ont toujours fini par le payer. Les femmes sont comme ça. Si vous lui donnez la possibilité de prendre... si vous lui donnez... Vous voyez mon attitude de mon... Parce que Dominique Audrey d'hier et Dominique Audrey d'aujourd'hui, c'est 2 personnes différentes. Non. J'ai comme l'impression qu'elle a lu un livre de Bantou. Non, non, monsieur. Je suis restée je vous donne mon mais... temps. Je ne prendrai pas. Mon temps de parole. Je vous donne mon temps de non, parole. monsieur. Non, monsieur. Vous parlez tellement bien aujourd'hui. Non. Si vous laissez à certaines femmes dans des relations prendre certaines latitudes, elles vont vous étouffer. Si vous laissez, justement, et c'est ce qu'elle a fait, si vous ne mettez pas un stop, le jour où vous allez rentrer chez vous et que vous vivez déjà avec elle, vous allez la trouver dans votre chambre à coucher avec son ami. Et elle n'aura même pas le minimum de respect ou de bonne manière pour demander à sa copine de sortir parce qu'elle est là avec elle. Donc à un moment... Donc vous tolérez cette petite violence? Non, pas la violence. Non, pas la violence. Si vous laissez votre femme entrer, sortir, bouger, vous la retrouverez. Conséquence, une petite violence s'impose. Non, monsieur. Non, monsieur. Vous êtes trop fort. Non, monsieur. J'analyse. Non. Vous avez mon temps, rassurez-vous. Non, monsieur. Merci, c'est gentil. Donc, cher Cédric, avec cette fille, ça ne va pas marcher parce qu'elle est de mauvaise moralité. D'abord qu'elle marche avec des filles elle ne marche pas avec de bonnes filles. Elle ne marche pas avec de bonnes filles parce que je vois d'abord d'un mauvais œil d'accompagner quelqu'un à aller manger pour accompagner quelqu'un à aller manger. Mais où est passée votre fierté? Donc lui, il doit dire à la fille... Ne viens plus ici avec quelqu'un d'autre. Non, je vais être avec toi. C'est pas quand je vais devoir m'envoyer en l'air avec toi qu'on doit être seul. Voilà. Il y a des jours où j'ai envie d'aller au restaurant pour parler. Voilà. On peut projeter notre avenir ensemble sans que ta copine soit là, qu'elle prenne un statut WhatsApp et te montre que regarde. Si vous disiez plutôt que si les moments intimes, hein, parce que quand on dit envoyer en l'air, ça fait un peu peur. Donc, bon. Un peu. Les moments d'intimité à 2, oui, on peut comprendre.
Bon, ok, d'accord. Bon, je voulais un peu varier. Ouais, j'ai compris. Ok, d'accord. C'est très violent. Les moments d'intimité, les moments d'intimité, oui. Donc, c'est un peu ça. Les relations se fondent sur un certain nombre de choses. Lorsqu'on a dépassé l'étape du sexe, maintenant, on peut établir une relation un peu plus sérieuse. Et ça passe par des moments de dialogue, de partage. Et la troisième personne, généralement, c'est un intrus. Donc, cette fille, Cédric, oui, c'est 2 ans, mais il faut un peu revoir l'attitude. Une femme qui veut réussir, émerger avec un homme, ne peut pas accepter qu'il paye une facture de 150 000 simplement pour manger, pour montrer à ses copines que mon mec, il a l'argent, il peut dépenser autant que je veux pour mes copines. Non, c'est pas une bonne fille. Prenons la vie de Karine Santia aussi, parce que c'est une affaire de femme. Karine, est-ce qu'il t'est arrivé au moins une fois d'être invitée par une de tes copines, manger avec elle, et certainement en compagnie de son conjoint? Et quelle expérience, si oui, vous en avez? Vous avez mangé combien? Je ne vais pas à ce genre. D'accord, vous n'y allez pas. Voilà. Mais au moins, vous appréciez quand même l'attitude de la fille, comment? Qu'est-ce qu'on peut dire pour la fille et qu'est-ce qu'on peut faire pour que le garçon puisse reconquérir cette fille-là? Moi, je ne veux même pas qu'il soit avec cette fille parce que lui, il m'a l'air pédant. Elle est pédant. Oui. Au contraire de ce que pense. Il m'a l'air pédant. Il m'a l'air pédant parce que vous finissez d'humilier quelqu'un, mais vous l'aimez quand même. Il m'a l'air pédant. Vous trouvez Je vais m'expliquer. La fille a un comportement comme celui-là depuis très longtemps. C'est pas aujourd'hui qu'elle a commencé à faire ça. C'est pas parce qu'il a gagné un marché qu'elle a commencé à le faire. Elle le fait très souvent. Je suis pour les gens qui disent que pourquoi tu viens toujours à nos rendez-vous avec ta copine? Pas pour les gens qui disent que ok, tu vas voir, comme je t'ai appelé, tu es venu avec ta copine là et ils vous laissent là-bas. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord parce que ce n'est pas un comportement qu'il a appris le jour là. Parce que si vous ne vous connaissez pas et que peut-être... C'est pas du pédantisme. Je suis dans mon argumentaire. Dans mon argumentaire. Je le dis pourquoi. Vous ne pouvez pas être avec quelqu'un pendant plus de 2 mois, 3 mois et tout. Et à chaque fois que vous voulez vous voir hors de la maison, c'est toujours avec ses amis. Et le jour où elle vient encore avec ses amis, vous trouvez que c'est le jour maintenant où vous devez la punir en l'abandonnant justement parce que ce jour-là, vous avez gagné un marché. A-t-il mal agi? Il a très mal agi. En l'abandonnant? Parce que la vérité c'est que quelqu'un qui sait ce qu'il veut ne peut pas le faire. Il était capable de dire, ok, comme tu l'as fait, c'est bon, c'est fini, c'est mort, parce que je ne peux plus rien avoir avec toi. Parce qu'une femme, il voulait la communion avec elle. Il avait 300 000 pour lui donner, non? Oui, mais il avait 300 000 pour lui donner, non? Il avait 300 000 pour lui donner pour les fêtes. Il a d'abord ce clan des fêtes, non? Il a accepté l'argent des fêtes. Karine, il faut qu'on se comprenne. Non, je reste dans ce genre de couple. Ça, c'est un couple de dépensiers. Vous ne pouvez pas me sortir de ça. Ce n'est pas un couple de pauvres. Ça, c'est un couple de dépensiers. C'est un couple de boucantiers. C'est les gens qui font le bruit, eux deux là. C'est les gens qui claquent l'argent. L'argent appelle papa et maman. Ils ne peuvent pas aujourd'hui venir me dire que parce qu'elle est venue avec ses copines, c'est pas pour ça. Ce jour-là, il voulait se faire voir et il s'est fait voir. Parce que l'histoire telle que l'a racontée Dominique Audrey ne nous dit pas à un moment donné que ce garçon ne pouvait pas payer. L'histoire nous dit que je me suis levée et suis moi parti. Mais vous dites quand même qu'il fallait qu'il paye. Parce qu'il avait déjà 300 000. Et après, il lui dit que, ok, non, dans tes 300 000 sont venus maintenant qu'elle est fâchée, non? Non, il n'a pas besoin. Parce que ça n'arrange rien. Pourquoi? Il encourage la fille à rester avec lui parce qu'il a de l'argent. C'est de ça qu'il est question. Pourquoi? Il encourage la fille à rester avec lui parce qu'il va lui donner de l'argent. Et je suis sûre que cette fille est capable de lui faire claquer 1 million sans qu'il ne s'en rende compte. De prendre l'argent d'un marché et de le consommer. Lui... A-t-il pris conscience à ce jour? Conscience de quoi? Non. Il n'a pas pris conscience. Parce qu'il va lui donner 300 000 pour les fêtes. D'abord que c'est trop. Il n'a pas pris conscience. Lui, là, il n'a pas pris conscience. Donc, du coup, lui, il ne sait pas ce qu'il veut. C'est pour ça que je dis que je ne suis pas d'accord avec lui. S'il pouvait payer la facture le jour-là, qu'il paye. Et puis il dit, dans ton argent que tu m'as demandé là, j'ai coupé ça dedans. C'est comme ça que ça se passe. Parce que ce couple se comprend dans les dépenses. Maintenant, si ça avait été un garçon... Elle ne dépense rien. Oui, il dit que c'est un couple de dépensiers. Elle consomme ce qu'il dépense, non? D'accord. Maintenant, si ça avait été un couple où on vit avec le minimum et le garçon se débrouille et tout, lorsqu'il y en a, on s'en sort. Lorsqu'il n'y a pas, on s'arrange. Ok, j'aurais compris que c'est inadmissible qu'à chaque fois que vous vous rencontriez, il y ait toujours une troisième personne. À quel moment vous vous parlez à deux, vous vous regardez dans les yeux pour vous dire des choses? Voilà.
c'est une histoire, on va dire, vous comprenez mieux la situation. Est-ce que le syndicat est au courant de ça, moi même? Non, mais justement, c'est des gens... Est-ce que Bombo est membre du syndicat? Oui, je suis membre. Nous sommes les membres fondateurs. Nous sommes les membres fondateurs du syndicat. Et ce gars doit te bastonner. Est-ce que le syndicat est au courant que ce gars veut faire ça de la vie? C'est très grave. Il doit être fouetté. Alors, bon, justement, peut-être un moment, Bengan. Charles Hamel, étant donné que vous avez donné tout le temps de parole à Denis Kobé, mais appréciez quand même, hein, qu'est-ce qu'on fait pour encadrer la jeunesse à ne plus rentrer dans de telles attitudes aujourd'hui? Apprendre aux jeunes à ne pas faire entrer la démocratie dans le foyer, c'est tout. Donc le foyer, c'est la dictature. Monsieur Michel Ngachou, ce n'est pas la dictature. C'est quoi? Ne pas laisser entrer la démocratie. Donc, Monsieur Michel Ngachou, les affaires que tu entends, tu en penses quoi, chérie? Non, monsieur. Non. Zéro. La femme entre dans la chambre avec ses pensées et ressort avec celle de son mari. Donc c'est l'homme qui a le dernier mot. La femme vient juste rendre public. Et si là, vous voyez, on retrouve Dominique Audrey. S'il est à côté de la plaque. Donc, monsieur Michel, non, je dis c'est comme ça. Ouais. Pour ça, à ce niveau, On tombe là, ça ne se discute pas. La femme qui aime est une femme qui parle du futur. Celle qui n'aime pas vit dans le présent. Ça, c'est deux choses qu'il faut savoir. La femme qui n'aime pas vit dans le présent, celle qui aime est dans le futur. Celle qui aime protège. Elle est calculatrice, elle défend, elle est prévenante, elle est intuitive et elle procède à l'économie. Lorsque vous sortez avec votre femme, monsieur Michel Ngachou, vous arrivez, vous dites que chérie, on va manger le poisson braisé. Ne disons pas. Dès que vous arrivez, d'abord dès que se place devant la femme, sa bouche commence d'abord. C'est même le foyer si même comment comme ça. Ta premier signe de continuer plus. C'est le premier signe. Si elle fait encore deux pas, vous allez entendre que comment tes poissons là font comme si ce n'est pas frais. Monsieur Michel, quand vous tournez, vous ratez. Mais si vous avez encore le courage de rester, vous allez entendre que c'est même combien. Elle dit 5 000, elle dit hey, 5 000, donne-moi l'argent là, je te prépare demain. Toutes les femmes, des vraies femmes, donne-moi l'argent, les 7 000 que tu voulais dépenser, on rentre. Demain, je te fais un poisson braisé. Parfois, l'homme, par souci d'orgueil, en disant c'est moi qui t'ai invité, laisse, je fais. Mais il reconnaît au moins en sa femme, en sa copine, en sa fiancée que c'est une femme qui souhaiterait aller loin. C'est une femme qui va lui dire non, je ne t'empêche pas de sortir, mais je préfère que quand tu veux sortir, dis-moi, je vais sortir, ce sera avec 3 ou 4 amis. Oui, je sais que tu vas faire une tournée, tu vas faire 2 tournées. Pardon, ne dépense pas, sors avec temps. Lorsque tes 2 tournées finissent, tu rentres. La femme est toujours revenante. Mais vous avez une femme qui a mis dans la tête, parce que c'est même pas son gars, ce n'est même pas son fiancé, il n'est rien pour elle, sinon qu'une sous. Je vous ai dit qu'il y a plusieurs types d'amour. Certainement, c'est le gars qui a la moelle. Lorsqu'il avait cette fille sexuellement, il ressent plus que cette fille ne ressent. Il donne plus dans ce ménage que la fille ne donne. Et c'est le grave. Parce que l'homme c'est la femme qui doit plus aimer que l'homme. Quand l'homme aime plus, il est mort. C'est ça. Il est mort. C'est Je vous dis on comme ça. Je dis, il est mort. Tentez d'aimer votre femme plus que vous-même. Vous voulez gâter les mariages. Donc, je le dis. Vous êtes mort sur les réseaux sociaux, vous aussi. Monsieur Michel Ngachou, je vous dis, tentez d'aimer votre femme. Vous allez vous rendre compte que 1000 ou le chien même est plus discipliné. Je vous assure. Arrêtez le mot, monsieur. Non, je ne suis pas. Monsieur Michel Ngachou, vous n'avez pas subi des choses. Je vous assure. Racontez-nous. Je peux vous en raconter. Avant d'arriver. Je voulais terminer en disant que chez Bantou, juste en une phrase, il faut procéder par le calcul. On procède par le calcul. Traditionnellement, monsieur Michel Ngachou, quand vous rencontrez une fille, si la fille s'appelle Mba, vous rentrez dans la numérologie traditionnelle, vous procédez au calcul. J'explique pour que les occidentalisés comprennent. Par exemple, nous on a notre alphabet, il y a l'alphabet français. Vous prenez les 26 lettres de l'alphabet français, elle s'appelle Mba. M correspond au 13e numéro. 13e numéro dans l'alphabet. B, deuxième numéro, A, troisième numéro, ça va faire 13 plus 2 qui font 15 plus 1 qui font 16. 1 plus 6, ça fait 7. Ça fait 7, c'est son chiffre 7. Moi, je prends par exemple Bachou, monsieur Michel Ngachou, ça va faire 13 plus 2 plus 1 plus 10 plus 3 plus 8 plus 15 plus 21. La somme de ça va donner 1. Donc si Mbachou épouse Mba, il est mort.
Au niveau de 7, elle est supérieure à moi. Elle va dominer le foyer, elle va contrôler le foyer, elle va contrôler. Donc, c'est des astuces qu'on utilise généralement pour calculer ces choses. Donc, j'estime qu'avant de se lancer dans ce type de relation, il y a des stratégies traditionnelles. J'imagine que ce qui va se faire ce matin, les gens sont en train de faire le contrôle au moment où nous parlons. Ils vont tous calculer, je vous en prie. Permettez, on ne garde pas de mariage ce matin. Bon, Bengan Kandji, vous tout à l'heure vous parlez justement d'une crocose de diamants et comment les encadrer, comment surtout inviter, on parlera de la jeunesse d'aujourd'hui, à se servir du modèle des parents. Est-ce que vous, parents, vous étiez comme ça? Nos mamans vous aimaient pourquoi? Pour vos muscles, pour votre beauté, pour votre intelligence, ou parce que vous avez beaucoup d'argent? Dites-moi un peu, maman. J'avais un ami, pasteur à l'église, à la mission protestante américaine qui est devenue église presbytérienne américaine en 1957. Oui. Cet ami-là, il faisait partie de la première promotion de Foulassi. Oui. Il s'appelait pasteur Thiegambogol Joseph. Quand on leur a dit qu'il fallait se marier avant d'être consacré. Licenciat, tout ça, il part épouser une femme. C'était la saison des prix. Bon, on les laisse, les parents là-bas, on laisse les deux tout à côté. La fille avait braisé 5 prix. Elle a consommé 3. Elle a laissé 2 pour son mari. Quand le gars est venu, il est venu dire à son parrain qui l'accompagnait, qui était le frère de son papa, parce que son papa biologique n'était pas le frère. Il dit, papa, rentrons. Elle dit, non, j'ai dit, rentrons. Il dit que ça, c'est pas ma femme, ça. Elle va me faire mourir de faim. Elle a braisé 5 prix, elle a mangé 3, elle m'a laissé 2. Il dit, c'est pas les femmes. Ça correspond, lorsqu'on était en Égypte, lorsqu'on a commencé l'histoire, c'est que les Grecs ont appelé agapos. Il y a l'amour, les agapes, parce que vous, quand vous appelez agape, oui, il y a aussi les héros. Donc, c'est des gens, quand vous viendrez à la chefferie, je vais vous expliquer davantage. Donc, quand on détecte les filles, cette fille n'aime pas ce garçon, et je ne suis pas sûr elle peut aimer. Parce qu'il y a des gens comme ça, ce qu'elle aime, c'est la vie, elle aime vivre. Mais dans le vivre là, c'est quoi? Elle réduit donc ça aux agapes, à l'agapos. Donc c'est des genres de femmes qu'il faut éviter. Il fallait fuir, justement. Mais pour saluer l'action du gars qui a vendu la fille avec ses copines. Oui, tout à fait. Puisqu'en fait, le gars lui donne de l'argent. Chaque fois. Donc même là, il fallait les laisser, il fallait fuir, les laisser, puisqu'elles ont réglé, non? Le problème, là où je le condamne, c'est qu'il veut revenir. Il revient faire quoi, mon cher ami? L'amour. Non, c'est pas l'amour, c'est la bêtise, les bêtes. Non, c'est la bêtise, c'est-à-dire que vous vous engagez vous-même à dire que j'ai de l'argent à jeter. Ce n'est pas l'amour. L'amour, comme disait Charles Hamel, l'amour se projette. L'amour, c'est dans les projections. L'amour n'est pas la satisfaction bestiale. Ce n'est pas ça. C'est pas ça l'amour. C'est pour ça que je termine par là. Chez nous, les Bantous, on dit on ne fait pas l'amour, on vit l'amour. Très bien, maman. On ne fait pas l'amour, on vit l'amour. C'est très important justement de le mentionner ce matin. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous faites l'amour ou vous vivez l'amour? Parlons-en après, la colère. Je m'interroge ce jour sur la question de l'implémentation de la stratégie nationale de lutte contre la corruption, 9 ans après la mise en application par le gouvernement camerounais dans ce pays. Je m'interroge dans la même lancée sur la loi portant code de transparence et de bonne gouvernance, initiée par le chef de l'État dans la gestion des finances publiques au Cameroun en 2018. Voilà 2 ensembles mis ensemble par le chef de l'État pour combattre la corruption après les actions fortes portées par lui. Nous étions dans les années 1982. Quand on fait de la Convention des Nations Unies contre la corruption,
ou encore des dispositions de la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, dont les articles et textes sont d'application obligatoire après l'introduction dans le code pénal comme des infractions, notamment le blanchiment des produits de la corruption, article 6 de la Convention, l'enrichissement illicite, article 8 de la Convention, la confiscation et la saisie des produits et moyens de la corruption en attendant le jugement définitif, article 16 de la Convention, la non-déclaration des biens et avoirs, article 66 de notre Constitution, et j'en passe. Qu'attend la commission de déclaration des biens et avoirs créée par la loi numéro 003/2006 du 25 avril 2006 pour mettre à disposition les textes d'application? Autant d'interrogations comme pour dire qu'au Cameroun, on dit une chose et on attend des années pour procéder à la concrétisation, mieux à l'application. À l'occasion du conseil ministériel du 12 septembre 2007, le chef de l'État a déclaré que, je cite, « c'est la corruption qui, pour une large part, compromet la réussite de nos efforts, c'est elle qui pervertit la morale publique. Chacun doit se sentir responsable de ce combat dans son domaine de compétence. Le détournement de l'argent public, quelle qu'en soit la forme, est un crime contre le peuple qui se voit privé de ressources qui lui reviennent. Il doit donc être sanctionné avec la plus grande sévérité. » Point. Fin de citation. C'était le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui l'avait déclaré, nous étions en septembre, je dis bien, à l'occasion du conseil ministériel du 12 septembre 2007. À ce jour, qu'a-t-il fait? 3 points d'interrogation, 4 points de suspension à la ligne. Le président de la République avait prescrit, mieux, inscrire la lutte contre la corruption dans ses actions prioritaires depuis son avènement à la magistrature suprême du Cameroun. Les documents d'orientation stratégique élaborés au cours de ces dernières décennies l'ont prouvé à suffisance, notamment le document de stratégie pour la réduction de la pauvreté, le document de stratégie pour la croissance et l'emploi, la vision du Cameroun à l'horizon 2035, la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Pour mieux réaffirmer sa détermination, le chef de l'État a mis en place un dispositif assez édifiant et très efficace pour lutter contre la corruption, à savoir le contrôle supérieur de l'État, avec son conseil de discipline budgétaire et financière, l'ANIF, la CONAC, les cellules ministérielles de lutte contre la corruption. Comment comprendre qu'avec tous ces mécanismes, tous ces discours, tous ces textes, toutes ces lois, toutes ces orientations, 9 ans après l'adoption par le gouvernement de la stratégie nationale de lutte contre ce fléau, la corruption gangrène plus que jamais tous les secteurs de la vie publique. On a vu il y a 2 semaines le révérend pasteur Massingam qui a tenu des propos concernant l'évolution de la corruption et qui se dit très outré et très déçu de ceci que la corruption n'est reculée que de 1 et poussière de % au Cameroun, démontrant de fait qu'il a échoué. D'ailleurs, à l'occasion de la 17e journée internationale de lutte contre la corruption, le révérend Dieudonné Massingam, président de la Commission nationale anticorruption, a déclaré que, je cite, la lutte contre la corruption a encore un grand chemin à parcourir au Cameroun parce que dans l'évaluation, on n'a pas encore atteint la moyenne de 50%. Point. Fin de citation. Avec des chèques, suivez mon regard. Comment comprendre qu'au lendemain de son accession à la magistrature suprême, le 6 novembre 1982, le chef de l'État n'a eu de cesse à multiplier des discours de dénonciation du phénomène avec la création de plusieurs structures opérations dont le Pervier, sans que cela n'inquiète personne. Comment comprendre qu'après 38 ans de gouvernance, le Cameroun n'a toujours pas obtenu de résultats concrets en matière de bonne gouvernance et de transparence, au mieux à cause d'un problème de méthode, au pire par négligence ou par manque de fermeté? Comment comprendre que dans l'indice de perception de la corruption 2019 de Transparency International, le Cameroun soit classé 153e sur 180 pays, soit un statu quo par rapport à 2017? Si le Cameroun a réussi à déclarer la guerre au terrorisme, comment n'a-t-il pas pu en faire autant avec la corruption?
9 ans après la mise sur pied de la stratégie, les membres de cet organe se plaignent toujours de cette nébuleuse, mieux de l'administration qui met les bâtons dans les roues, car c'est là que réside le cœur de la corruption, notamment en matière de marchés publics et autres. La stratégie nationale de lutte contre la corruption a échoué 9 ans après, une structure budgétivore qui consomme énormément d'argent à travers plusieurs initiatives. On a lancé les IRR, initiatives à résultats rapides dans beaucoup de secteurs, dont l'objectif était d'attraper, de dénoncer, d'attraper, d'incarcérer et de punir les différents voyous. Voyous, mieux, criminels, économiques. Au niveau de la politique, la corruption au Cameroun entache la légitimité des gouvernements et renverse le processus officiel. Elle participe considérablement à l'affaiblissement des institutions. De cette brèche naît une inégalité dans la prestation des services publics du citoyen. On assiste à la suspension pure et simple de la primauté du droit dans la marche des administrations publiques. Les procédures sont délaissées, les ressources sont affectées et d'autres emplois que ceux initialement prévus. Au niveau économique, la corruption a agi négativement sur le climat des affaires, dont l'investissement étranger et national, et in fine, sur la croissance économique dont on dit négative. Un niveau de corruption comme celui qui règne au Cameroun ne saurait permettre l'éclosion d'un terreau institutionnel propice à la prospérité économique. L'action du gouvernement de ces dernières années peut alors se lire comme une tentative de réduction du problème sans jamais résoudre le problème. Conséquence, trop de stratégie, le code de bonne gouvernance qui avait reçu les félicitations du FMI se trouve aujourd'hui froissé, plié, jeté dans une poubelle, attendant Mami Makala pour emballer tranquillement ses beignets avec. Monsieur Mbachou, je pense en réalité que chaque parent qui nous regarde ce matin devrait dorénavant s'arranger à avoir cette rubrique de la colère dans son téléphone. Une fois à la maison, on rassemble les enfants, on leur fait écouter à nouveau cette colère pour leur enseigner justement les dangers qui nous guettent à l'avenir. Je tiens à vous dire merci infiniment pour la collecte ce matin, Inch'Allah Mbachou. Et nous saluons les Africains qui nous regardent ce matin. Le problème n'est pas seulement celui du Cameroun. L'Afrique en général est gangrénée par une corruption ouverte dans toutes les institutions. Mais pour faire général, effectivement, nous parlons du continent africain. Parce qu'en réalité, on le sait, le pays le plus corrompu au monde, effectivement, ce sont les États-Unis, où on sait aujourd'hui comment ça se passe là-bas. Maintenant, pour faire particulier, revenons au Cameroun, pour montrer aussi que les Camerounais, selon Dieudonné Massigam, qui est le président de la Commission nationale anticorruption, l'a très bien dit, le chemin est encore long pour pouvoir parler d'une lutte contre la corruption au Cameroun. C'est assez choquant, c'est outrageant même, à la limite, c'est irritant pour ceux qui estiment que sous peu, on peut au moins espérer que le Cameroun sortira de ce chemin, de ce bourbier incompréhensible, inacceptable et surtout malsain pour l'évolution de l'économie camerounaise. Bonbon Bengan Kandji, Charles Hamel dans sa collecte tout à l'heure a évoqué un point qui semble être culminant, important, incontournable, tant qu'on ne pourra pas déclarer ses biens au Cameroun. Parlons de l'article 66 du Code pénal, c'est un problème sérieux. Là, nous restons dans le monde de la corruption et là, nous interpellons d'abord le premier Camerounais lui-même qui n'a toujours pas fait jusqu'à aujourd'hui. Oui, tout à fait. Et là, je vous dirais, donnerai deux éléments. Demander aux gens de déclarer leurs biens, ça veut dire leur demander de se faire harakiri. Donc, vous leur demandez d'avaler le poison, de mourir. Ils ne peuvent pas le faire. Deuxième chose, je pense que c'est M. Séverin Toumke qui l'avait fait en 1997, ça devait être au mois de mai. L'interview accordée par Titi Zezoa, il est encore vivant. Il venait de démissionner de son poste de ministre de la Santé publique. C'était un dimanche 20 avril 1997. Il accordait dans une interview où il disait, la phrase qui nous concerne dit, le président Paul Biya est le Camerounais le plus riche. Il est même plus riche qu'on ne l'imagine. Les trois personnes vivent encore, vous pouvez les consulter. Vivent encore. C'est pour dire quoi en fait? Pour dire que nous sommes dans un système qui sécrète et alimente la corruption. Oui. Donc sécrète, alimente et entretient la corruption. D'abord, la loi de finances de 1982-1983 qui met Paul Biya au pouvoir disait dans une disposition, et ça c'était d'ailleurs même par le passé, que
tout gestionnaire de crédit pouvait avoir 5 à 10% du crédit qu'il gérait. Ça veut dire quoi? Bon, il est maire, il est quoi et tout, il est gestionnaire de crédit. Vous avez 1 milliard pour faire des projets, vous ne faites rien, vous faites tout pour qu'il vous reste 700 millions. Dans les 700 millions, vous prenez 10%. Donc, on avait institué. Et autre chose qui accompagnait à cela, puisque vous avez ça, il y avait donc un certain laxisme qui faisait que, bon, c'est Ngachou, vous allez acheter les pièces détachées là, et bon, là. Lui aussi, il pense que, bon, le patron, quand il m'a envoyé, voilà, moi aussi, bon, il ferme les yeux. Alors que dans la nomenclature normale qu'exigeait même la réforme administrative, parce que vous entendez parler de fonction publique, réforme administrative, c'est que vous achetez une pièce, même si c'est un boulon, vous devez l'acheter en laissant une traçabilité. Donc, chez le gars qui a sa patente, qui paie les impôts, où on peut vérifier. Mais au regard également de la mercuriale qui existe maintenant, la mercuriale, vous allez voir, le sac de ciment peut coûter 4 500 francs et la mercuriale, on vous la vend à 10 200. Donc, vous voyez, voilà, où quelqu'un à la CNPS, par exemple, venait acheter ses crayons à billes dans une société qui les fabriquait à Douala. Nous, on les achète sur le boutiquier à 100 francs. Et ceux qui achètent là-bas, les vendeurs en gros, on les laisse souvent ça à 45-50 francs, mais ils les achètent à 1000 francs. Bon, voilà. Voilà ce que le système a entretenu. Et sécurité. Oui, oui. Voilà pourquoi, quand on ajoute à cela donc le FOGAP, le Fonds de garantie pour les petites et moyennes entreprises, c'est une sorte de banque des PME qu'on avait créée à l'époque. Et on a donné des crédits aux gens, sont partis, on n'a jamais rendu le compte. C'est d'ailleurs pour cette raison que en 1987, Eric Tindje, vous vous rappelez de sa première interview du président Paul Biya à la télévision nationale. Quand on lui pose des questions, on dit mais où sont les preuves? Et Eric Tindje lui dit mais c'est à vous d'apporter les preuves. Bon, vous savez les relations qui en sont suivies après. Donc, pour dire que nous sommes notre système, on a dit même le vocable ou le slogan, je ne sais pas, ou la devise, c'est long, de rigueur et moralisation. En réalité, ce vocable naît en 1980. C'est lors du congrès de l'Union nationale camerounaise de Bafoussam que Ahidjo a prononcé ces mots. C'était le 12 février 1980, le discours de politique générale d'Ahidjo. Il avait dit, s'agissant de la corruption, notamment que Gangrenet dit, je le cite, « Pour les 5 prochaines années, la conduite du pays exige vigilance dans l'action quotidienne, rigueur dans le travail et moralisation dans les affaires. » Fin de citation. Donc en fait, lorsqu'il démissionne quelques mois plus tard, c'est tout à fait normal que son successeur reprenne ces mots, mais lui-même sachant qu'il ne pouvait pas le faire. Donc c'est pour ça même lorsqu'il dit « je ne faillirai point à mes engagements », il avait déjà failli. Donc le pasteur Dieudonné Massi Gams lui a dit plusieurs fois qu'on lui donne la possibilité d'ester en justice parce que lui qui fait des enquêtes, il a les éléments pour pouvoir rester en justice. On lui a dit, tu fais ton rapport, tu déposes ici. Il y en a fait un, je termine par là. Vous avez entendu parler du bureau de gestion du fret terrestre. Voilà, c'est un organisme qu'on a mis en place pour le corridor de Douala-N'Djamena, dont la gestion du cabinet du fret, et toutes les manières qui viennent. La CONAC avait constaté que cet organisme-là fait perdre plus de 150 milliards par an. Il fallait donc créer une espèce de fonds, comme le FECOM pour les communes, une espèce de fonds, parce que les détenteurs de camions, ils utilisent des chauffeurs qui ne sont pas, dont on paye à mon et tout, mais on a laissé ça faire. On laisse faire parce que les chauffeurs ne sont pas payés, ne sont pas affiliés à la CNPS. Donc, ce ne sont pas des employés en bonne et due forme. Et on a dit à monsieur docteur révérend Massi Gams, donc, va prier, c'est la Bible, va prier Dieu. Au point où lui-même était obligé de dire que pour combattre la corruption au Cameroun, il faut prier. Très bien.
Madame, si vous comprenez la réalité à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui et vous vous demandez, vous aussi Camerounais, qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter l'intensité de la corruption au niveau du Cameroun? On va tenter tout à l'heure avec Karine Santier de Dominique Audrey d'avoir d'autres aperçus sur cette question qui tue, on dira à petit feu, l'économie, l'évolution même de ce pays. Un pays cher à chaque Camerounais, mais surtout qui semble ne pas l'être pour le tout premier. On en reparle. À l'instant, bien évidemment, de l'implémentation de la stratégie nationale de lutte contre la corruption, 9 ans après son implémentation aujourd'hui. Et d'ailleurs, Charles Amembattu, à travers le mécanisme mis en place, nous invite quand même à un questionnement tout à fait important autour du code qui a été mis en place pour pouvoir entretenir ceci aujourd'hui. Que disent les Camerounais véritablement? Je voudrais également quand même qu'on en parle un tout petit peu, Dominique Audrey, une implémentation d'une stratégie nationale de lutte contre la corruption. Peut-on dire aujourd'hui véritablement, au-delà des propos de monsieur de Massigams, hein, du révérend pasteur de Massigams, que le Cameroun a une bonne santé du point de vue de la corruption? Non, du tout. Du tout, puisque Très malade alors, hein. Lui étant le médecin de cette partie-là du corps que constitue le Cameroun, voit que c'est en train de pourrir. Et cette stratégie s'appuyait sur les marchés publics, l'éducation, les transports, la santé et quelques autres domaines. Lorsque vous parcourez ce document, il est assez volumineux avec énormément de tableaux. Vous apercevez que par secteur, par domaine, ils ont fait une sorte de diagnostic. Ils se sont dit, par exemple, au niveau de la santé, on devait promouvoir la transparence au niveau des tarifications affichées dans les hôpitaux, parce que vous savez aujourd'hui que c'est un problème. On peut vous dire que tel soin coûte telle chose, et sur le terrain, ce n'est pas ça. Et parfois, certains arrivent même à monnayer pour avoir un certain nombre de choses. Donc, il n'y a pas véritablement un contrôle. Donc, à ce niveau-là, il fallait faire une sorte de travail. C'est à ce moment qu'intervient donc la CONAC avec sa stratégie qui met en scène des membres qui viennent du ministère de la Santé qui devaient effectivement travailler à implémenter cela. Donc, à ce niveau, dans les hôpitaux, les téléspectateurs nous diront, est-ce que les prix qu'on vous donne là-bas sont vrais? Je ne pense pas. Comment sont les procédures pour les prises en charge? C'est également à revoir. Dans le domaine des transports également, ils ont prévu de réduire les tracasseries au niveau de la route parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des contrôles qui étaient illégitimes. Je ne sais pas si dit... On ne dit pas illégitime, illégaux. Bon, oui, je veux dire qu'ils ne devaient pas être là, voilà, en tout cas. Donc, il y a des agents de police qui se retrouvent sur les axes routiers et qui n'ont pas été commis à cette tâche-là. Justement. Donc, à ce niveau, on s'est rendu compte que les transporteurs subissaient énormément à toujours monnayer. Il y a la question des flashs. Où va l'argent qu'on collecte lorsqu'on flash les véhicules? Jusqu'aujourd'hui, je ne suis pas sûre qu'il y ait une certaine traçabilité ou bien qu'on ait un compte connu de tout ce qui dit que lorsqu'on vous arrête, vous pouvez faire déposer l'argent là-bas. Donc, il fallait gérer ça. Il fallait promouvoir également l'accès aux documents administratifs qui permettent de pouvoir exercer normalement le métier de transporteur. Donc, il y a dans ce domaine-là des problèmes. Au niveau des marchés publics, il était question de mettre une plateforme qui permettait de passer des marchés de façon électronique pour qu'on ait une certaine traçabilité. Qu'on sache que si on va sur telle page, on saura que l'entreprise Mbatchou qui fonctionne comme ça, a gagné tel marché. Mais malheureusement, ici, ce n'est pas ça. Donc, le document de stratégie mis sur pied par la CONAC présente la situation globale du Cameroun comme un pays où on fonctionne plus par affinité. Il y a un manque de compétences criards qui fait que ces personnes incompétentes-là brillent par la corruption. C'est par elles que ça passe. Vous arrivez dans un service, quelqu'un qui a été ramassé dans un fin fond de village là-bas parce qu'il est le neveu ou l'oncle ou bien le mari, je ne sais pas trop quoi, de qui, il se retrouve simplement là-bas pour avoir un emploi, de l'argent et un salaire. Dominique Audrey, qu'au-delà des réalités, au-delà des discours, au-delà des appels justement à stopper la saignée, il y a un réel problème d'action, manque d'action pour pouvoir sévir suffisamment les corrompus, voire les corrupteurs aujourd'hui. Oui, ça c'était la stratégie. Maintenant, lorsqu'on va sur le terrain, on se rend compte que ça ne sert à rien. Parce que d'abord, si je ne me trompe, on n'a pas de loi anticorruption.
une loi établie qui il y en a. Mais c'est puni. Une batterie. C'est sauvagement puni au Cameroun. Mais Voilà. bizarrement, on continue d'arrêter les gens. Mais qu'est-ce qui s'applique donc à ces personnes-là? Voilà. Donc on a enrobé cette loi comme si on voulait dire voler beaucoup, qu'on peut beaucoup, on vous condamne moins. Parce que si on vous arrête et que vous avez la possibilité de rembourser le corps du délit, on peut vous libérer. Voilà. Donc un peu, c'est un peu le côté, on va dire, enrobé, comme on dit de cette loi-là. Donc vous voyez donc... Et ce qui est dommage, c'est que vous volez le milliard, vous remboursez le corps du délit, on vous libère. Mais pour ceux qui volent 10 000, il a 10 ans de prison. Tout à fait. 500 000 condamnés à vie. Voilà. Malheureusement. Donc aujourd'hui, notre administration continue dans l'intimidation, la falsification, le faux au vu et au su de tout le monde. Et ça veut dire que la mise sur pied de la CONAC depuis 2006 n'a pas marché. Il faut qu'on repasse autre chose, qu'on repense les choses. Peut-être si on avait la méthode de M. Mbachou qui est pour... c'est la fusillade, si je ne me trompe. Mais non. Le peloton d'exécution. Voilà, le peloton d'exécution. J'avais dit si on me donne 24 heures. 24 oui. heures. Si on a ce métier, on fera de grandes choses dans ce pays. Oui, si on a ce genre de méthode, je pense qu'on pourra arranger les choses. Aujourd'hui, la CONAC s'appuie sur ce qu'ils appellent la promotion et l'éducation. Sauf que dans nos maisons aujourd'hui, la corruption commence très tôt. Lorsque vous envoyez l'enfant de votre voisin ou bien votre enfant, vous puisez de l'eau, vous lui donnez 25, vous lui donnez une sucette, vous lui donnez un bonbon. C'est déjà une forme de corruption qui entre dans la tête très jeune. Donc il faut aller chercher ça loin. Mais qu'il ne se cache pas derrière la Bible en disant que la Bible va corriger le mental et tout. Non. C'est faux. Il faut plus. Il faut plus. On est quand même en droit, Karine, si on s'est demandé finalement les nombreux documents de stratégie de réduction de la pauvreté qui devraient passer par la lutte, on va dire, très forte de la corruption aujourd'hui au Cameroun. Finalement, que de documents, que de stratégies inutiles autour de la lutte contre la corruption. Oui, parce qu'il y a aussi des décrets qui sont inutiles autour de la lutte contre la corruption. Des textes aussi, hein? Oui, parce qu'il est inadmissible qu'on ait autant d'organes et que la corruption augmente. C'est comme si on partage les organes, et on crée ces organes-là pour diversifier les détournements, les types de corruption. Parce que vous ne pouvez pas avoir la NIF, la Commission nationale anticorruption, les cellules ministérielles de lutte contre la corruption, le Conseil de discipline budgétaire et financière. Et vous continuez encore à parler de corruption. Depuis 1998, quand on parle de lutte contre la corruption au Cameroun, le Cameroun a gagné 2 trophées, 98 et 99, premier pays dans le monde en termes de corruption, alors qu'on a commencé à parler de lutte contre la corruption. Donc, depuis qu'on a commencé à parler de lutte contre la corruption au Cameroun, le genre de corruption a changé. On n'est plus dans le million, on est dans le milliard. Et plus on parle de corruption, plus la corruption augmente. Et c'est dans tous les... Oui, c'est dans tous les secteurs d'activité. Je m'explique parce que je vais m'appesantir un peu plus sur les cellules ministérielles de lutte contre la corruption. Parce que là-bas, on sait qu'il y a des missions et elles font des rapports qui sont adressés à la CONAC via des correspondances officielles. Et le but, c'est leur mission est de prévenir et faire de la répression contre la corruption au sein des ministères. En plus de ça, elles peuvent proposer des mesures qu'on peut utiliser pour lutter contre la corruption dans leurs différents ministères respectifs. Ça veut dire qu'il y a des cellules anticorruption dans les ministères et dans les départements ministériels, dans les régions. Voilà. Maintenant, lorsque vous observez comment est-ce que on travaille, vous vous rendez bien compte que c'est des cellules qui existent que de nom, parce que on continue à aller dans ces ministères-là, dans ces bureaux-là et à payer pour avoir certains services. On continue à aller dans les ministères et on paye pour avoir un certain service ou encore pour avoir une rapidité dans le service, pour vous faire signer 1 ou 2 documents, vous donnez même 5 000, 4 000 ou encore 10 000 francs à quelqu'un, il entre dans le bureau, vous ne savez pas quelle alchimie il a ou encore quelle rapidité, quelle facilité il a eu, il vous fait signer un document et rapidement il ressort. On parle tellement de corruption, mais ça n'empêche pas aux forces de l'ordre de continuer à récupérer les 1000 francs. Maintenant, si vous voyez les forces de l'ordre dehors qui stoppent l'État, qui stoppent les véhicules personnels et autres pour prendre les pièces, mais quand vous donnez les pièces, le gars n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord, il a l'impression que vous l'insultez. Alors que quand sous la pièce, vous avez mis un billet de 1000 francs ou 2000 francs, là vous avez arrangé la situation, que vos pièces soient complètes ou pas. C'est de ça qu'il est question. Est-ce que ce n'est pas l'État du Cameroun, Karine? C'est-à-dire au-delà justement des textes, comme vous l'avez très bien dit, des institutions et autres, est-ce que ce n'est pas
comme on le disait, l'État sécrète et entretient la corruption, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui peut aujourd'hui aboutir à une lutte évidente contre la corruption? Mais changer les gens qui dirigent l'État. D'accord. Parce que c'est un système qui est entretenu depuis le haut. Il n'est pas question, quand on nous parle de 3 000 milliards pour organiser la CAN par exemple, et qu'on réussit à vous faire comprendre que le sac de ciment coûtait 16 000 francs, mais jamais on a posé des questions. On n'a pas fait l'audit des fonds qui ont été utilisés pour organiser la CAN par exemple. Et aujourd'hui quand même on continue encore à réaménager les sites sans avoir fait le bilan de ce qu'on a déjà fait préalablement. Ça entretient la corruption parce que dans tous les ministères du Cameroun, il y a au moins une personne qui est partie en prison à cause de la corruption, soit les anciens, soit les nouveaux. Tant que ces institutions ne sanctionnent pas ceux qui sont en haut, ceux qui sont au bas de l'échelle vont perpétrer, vont continuer, vont sécréter, vont entretenir la corruption autant qu'ils pourront. Ce n'est pas juste la sanction, il faut un changement de logiciel. Parce que le logiciel qui est là dit, mangeons ensemble, mais personne ne guette le siège. Ouais. Sauf que ceux qui sont en train de travailler savent qu'ils doivent manger. Mais comment est-ce qu'ils mangent? Parce qu'ils piochent dans les caisses de l'État. Et maintenant, quand vous voulez rendre... Parce que la corruption, c'est au moment où il y a un service qui doit être rendu, ou au moment où il y a un marché qui doit être conclu. C'est à ce moment-là qu'on voit les corrompus et les corrupteurs. Sur le terrain maintenant, ceux qu'on arrête généralement, c'est les corrompus. Comment est-ce qu'on fait avec les corrupteurs? Alors, Dominique Collet-Samou tout à l'heure dit que c'est à la base, à la maison, que l'on commence à entretenir la corruption des enfants, inconsciemment. Ce matin, il y en a qui nous regardent et qui se disent, ben, qu'est-ce qu'on fait donc pour arrêter la saignée dès le jeune âge avec les enfants? Non, si vous envoyez un enfant, quel qu'il soit, vous l'envoyez simplement, il effectue la commission et il revient. Sauf qu'aujourd'hui, malheureusement, on le pratique tous. Hein. Lorsque vous envoyez un enfant qui entre, par exemple, dans l'âge de la puberté et que vous ne lui donnez pas 150, 200 et 300 par là, il a tendance à traîner des pieds, à tirer la tronche. Parfois, pour d'autres, même, ils ne vous répondent pas parce qu'ils savent que celle-là, elle m'envoie toujours, ne me donne même rien. Ça, c'est basiquement. Oui, alors, au-delà justement de cette question, Dominique Audrey, parce qu'on parle de corruption ce matin, il faut trouver des mécanismes mis en place. Est-ce qu'on ne peut pas dire quand même que les Camerounais touchent très mal? Ils n'ont pas d'argent. Vous n'avez pas d'argent. Oui. Les gens n'ont pas d'argent. C'est-à-dire que le Camerounais n'a pas d'argent réellement. Il ne sait pas comment vivre ses enfants. On entretient la pauvreté au Cameroun réellement pour pérenniser les actions de corruption. Parce que là, les gens veulent, je ne justifie pas, hein, mais les gens veulent manger, les gens veulent vivre, les gens veulent avoir le minimum. Et ce qui crée justement ce que Chalamé appelle ici Tanga Nord et Tanga Sud. Donc ceux de Tanga Nord peuvent voler l'argent autant qu'ils veulent, manger complètement, manger comme ils veulent. Ceux de Tanga Sud doivent mourir. Et quand ceux de Tanga Sud ont la chance d'entrer dans Tanga Nord, ils se mêlent justement dans la chose. Et au fur et à mesure, voilà comment on sécrète et puis on entretient la corruption. Lorsqu'on se retrouve peut-être dans les salons bars et tout, entre nous, on a tendance à se le dire. Quelqu'un vous dira, pourquoi vous voulez que ça commence par moi? D'autres ont pris avant moi, non? Donc il faudrait d'abord que je prenne et après on pourra voir. Parce qu'on a tellement été habitué à cela qu'on se dit tellement c'est impuni. Regardez la CONAC. Est-ce que la CONAC a le droit ou bien la possibilité, la latitude de saisir les biens? Pas du tout. Non, la CONAC ne peut rien faire. Voilà. Et je crois que je devrais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Effectivement, en 2018, la CONAC, dans un article, expliquait effectivement que le Cameroun n'a pas de loi anti-corruption. La CONAC a les bras et les poings liés, ils ne peuvent rien faire si ce n'est mettre en avant que voilà, il y a eu telle autre chose, mais au niveau des actions même, ils ne peuvent rien. D'où cette stratégie qui devait se faire avec tous les ministères autour. Tous les ministères autour. Pourquoi il y a eu les cellules qui ont été créées dans les ministères depuis 2001? Voilà. Plusieurs ministères. Ce que vous dites là, oui, l'appauvrissement de la population, tout à fait, mais là c'est des conséquences. Quand je vous cite le discours d'Aïdjo tout à l'heure, ça veut dire quoi? Tout est planifié. C'est le système qui entretient la corruption. Un directeur général de la Société nationale des hydrocarbures, Jean Assoumou, de regretter mémoire, on lui posait la question de savoir où va l'argent de pétrole. Il dit les Camerounais ne peuvent rien comprendre, même s'ils se mettaient à expliquer où allait l'argent de pétrole, que c'est des calculs compliqués, que personne ne peut, seuls les présidents de la République pouvaient les comprendre. Il y a des choses comme ça, c'est entretenu, c'est un système. Par exemple,
que dans nos États, nous qui avons été sous administration française, on nous maintient en réalité pour nourrir la métropole. Pour nourrir la métropole et pour faire en sorte que l'argent remonte. Est-ce que vous avez entendu dernièrement que la présidente de la République est venue discuter de son budget à l'Assemblée nationale? Pas du tout. Bon, on doit auditer les comptes de la présidente. Mais chaque fois, on vous dit, oui, on a audité, on a audité. Il faut donc avoir un organe, je ne sais pas, la Chambre de comptes de la Cour suprême, qui doit, je veux dire, auditer les comptes de tout le monde et faire en sorte d'interpeller le chef de l'État en cas de dépassement ou alors en cas de... Non, mais donc c'est ça qu'il faut faire. Donc, le contrôle supérieur de l'État ne doit pas seulement venir à la Sonara, le port autonome, doit regarder à la présidence de la République, puisqu'il s'agit également des procédures dont les cellules de contrôle, voilà, de contrôle financier, économique et financier de l'État, qui est en mesure de dire au président de la République, au secrétaire général de la présidence de la République, au directeur du cabinet civil, vous devez dépasser les comptes. Ou alors, comment vous appelez ça, l'organisation des prestations, des cérémonies de présentation de vœux à la présidence de la République n'a pas obéi à la nomenclature édictée par les textes de la République. Donc, vous devez vous justifier pour tant nombre de caisses de champagne, tant nombre de tout et tout. Donc, si c'était, il y avait des possibilités comme ça, il y avait une structure, une institution de ce genre, je pense là, on commencerait à lutter contre la corruption. Alors, la question qu'on devrait se poser, peut-être elle est maladroite, c'est à quoi sert la CONAC aujourd'hui si on sait qu'à plusieurs reprises, notamment dans leur rapport de 2018, ils ont présenté des villas, des acquis d'origine douteuse et qui ne puissent pas agir. Pourquoi on continue de financer cette CONAC? Alors, très bien. Peut-être la question, vous la posez, Dominique Audrey. On tentera tout à l'heure de prendre le point de vue global avec Charles-Amel Bachou. Souvenez-vous, Charles-Amel, il y a quelques mois déjà, la Caisse autonome d'amortissement a rendu public un certain nombre de chiffres et des entreprises qui étaient très impliquées dans les dettes avec le Cameroun. Et au-delà de cette dette, quand même, on le disait à l'instant, c'est des conséquences qui sont qui trouvent des origines dans la corruption béante aujourd'hui au Cameroun. Quelle est, de votre point de vue, justement, la solution évidente pour que l'on puisse en sortir aujourd'hui? Parce qu'au-delà de la corruption, Charles-Amel, croyez-moi, que ce soit dans les hôpitaux, que ce soit dans les ministères, que ce soit dans les commissariats, que ce soit dans les brigades, que ce soit... Tous les corps du Cameroun sont englués dans la corruption, y compris même dans le secteur de la presse aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire véritablement pour donner belle figure au Cameroun et l'amener à sortir? Alors, appliquer la politique des trois pays de l'Afrique de l'Est, M. Michel Ngatiou, de l'Afrique, disons, de l'Est, on peut citer le Kenya, on peut citer le Ghana, le Ghana dans l'Afrique de l'Ouest. Le Kenya encore, le Kenya, le Ghana et le Rwanda. Je vais vous dire qu'il n'y a pas longtemps, le Ghana a pris sur lui de déchirer toutes les poches des tenues des policiers. Les policiers n'ont plus de poche. Les policiers qui sont affectés au contrôle ont des tenues sans poche. C'est des mesures qu'on a prises. La stratégie de lutte nationale de lutte contre la corruption est entrée à la même période que ces différents pays dont je venais de citer, le Ghana, le Kenya et tout. Non pas que là-bas, la corruption avait atteint un seuil, non. Mais ils ont estimé qu'ils voulaient arrondir, arriver au niveau de la deuxième, troisième place dans le souci de lutte contre, on va dire, la corruption. Lorsqu'on lance dans la stratégie nationale de lutte contre la corruption, qui accompagne la loi de 2018 portant sur le code de transparence et de bonne gouvernance, il y a un ensemble, il y a un tableau qui accompagnait les différents, qui réglait, qui allait réglementer désormais l'ensemble de la gestion des affaires publiques. Le premier, c'était procéder à l'affichage de la gratuité des services. Lorsque vous arrivez dans les ministères, il était obligatoire, on avait affiché, voici les services qu'on doit vous rendre de manière gratuite. Voici les services pour lesquels vous devez vous acquitter et d'un timbre fiscal et d'un timbre communal. Et ceci, on mettait tous les prix. Que ce soit dans les hôpitaux, il était prévu que voici ce que vous avez à payer, dans les commissariats, dans tous les services publics. Voilà le premier principe, l'affichage de la gratuité des différences. Le deuxième, c'était la facilitation de la gestion et l'obtention des services.
c'est-à-dire j'arrive à la sous-préfecture, on a marqué que le sous-préfet reçoit de 9h à 12h. Tant que je suis là et que le rang n'est pas terminé, entre 9h et 12h, je rencontre le sous-préfet. Est-ce que cela a été appliqué? Point d'interrogation. Nous allons au troisième point qui aborde la question de la fluidité dans le traitement des dossiers. Quand vous entrez dans le bureau d'un directeur, vous trouvez sur la table, ça, je vous parle des mécanismes en termes de bonne gouvernance. Le troisième point, c'était la fluidité dans le traitement des dossiers. Vous entrez dans le bureau d'un directeur, vous trouvez les piles de dossiers qui sont juste à ce niveau. Ouais. Moi, je l'ai vu aux finances. Vous entrez dans le bureau d'un chef service, vous trouvez les dossiers qui sont... Monsieur, vous faites quoi dans ce service? Vous ne traitez pas les dossiers. J'ai affaire. Je fais l'encart. Allez-y. Et vous poursuivez, cher Labelle. Je suis au ministère des Finances, à Yaoundé précisément. Je suis dans le bureau d'un très haut cadre justement dans ce ministère. Et quand je vais dans son bureau, je me rends compte qu'il a des dossiers qui sont un peu partout. Et moi, ce qui est curieux, c'est que je viens pour un rendez-vous, j'attends. Il a fait pratiquement 1 heure. J'étais assis de l'autre côté, il était assis dans son bureau, on ne se parlait pas. Et il feuilletait document par document. Il lisait ligne par ligne, ce qui est bien, il faut apprécier. Mais ce qui est dommage, c'est que juste après les 1 heure, on est sorti, je vous dis, il a traité je vais dire environ, on a fait environ 2 petits dossiers qu'il a mis de côté. Donc vous pouvez bien comprendre, vous parlez de la fluidité, c'était pour accompagner justement cette idée de fluidité. Ça, c'est le troisième point. Le quatrième point, c'était la gestion de certains dossiers en ligne. Vous allez vous rendre compte, on a dit au niveau du port, plein de dossiers, ça c'est la tasse de Mbomoktoul, et certains dossiers désormais, le traitement se fait en ligne pour éviter la corruption, il n'y aura plus. Ça a bloqué les impôts cette année. Voilà. Les experts comptables n'ont pas été en mesure de donner à temps leurs déclarations statistiques et fiscales des entreprises. Bloqué. Vous vous rendez compte? Voilà le système qu'on avait mis en place. Et le dernier point, c'était M. Michel Ngachou. Le tout dernier, c'était se rassurer que les équipes de la CONAC devaient circuler de manière spontanée, impromptue, tous les services, histoire de se rendre compte que c'était le cas. Et si tel n'était pas le cas, ils devaient aussitôt interpeller les médias. Pas faire un dossier, mais interpeller les médias pour dénonciation immédiate. Des 4 ou des 5 points, ne serait-ce que j'ai cité en ce moment, dites-moi, M. Michel Ngachou, lequel a été respecté à l'hôpital La Quintini, à l'hôpital de Deido, à l'hôpital général, que ce soit dans les services des préfectures, sous-préfectures de différentes 6 sous-préfectures de Douala, que ce soit à Yaoundé. Est-ce qu'ils ont pris la peine de procéder à cet affichage? Première question. Est-ce qu'on a facilité la gestion, M. Michel Ngachou, et l'obtention des services? Lorsque vous arrivez dans un bureau, vous cherchez la secrétaire qui va vous introduire. Elle vous dit que vous avez rendez-vous, vous dites oui, elle dit que vous n'avez pas rempli l'audience. Vous avez le numéro du boss, appelez-le. Voilà comment on gère dans ce pays. Appelez-le. Autant il y a un téléphone que vous retrouvez. Ce point précisément, moi je l'ai eu personnellement au palais des congrès de Yaoundé. Où je demande justement à rencontrer le directeur général du palais des congrès de Yaoundé. On me dit vous avez rendez-vous? Je dis non. On me donne le petit coupon pour remplir l'audience. J'ai attendu toute la journée. Je n'ai pas été reçu. Je dis bien au palais congrès de Yaoundé. Et c'est au cadre justement de la communication du RDPC. Ils nous regardent ce matin, on le cite. Je prends, non, on connaît déjà de qui vous parlez. Est-ce que cela a été respecté? Non. Vous avez dans les différentes administrations des téléphones fixes qui sont connectés et qui sont chargés. Lorsque vous prenez sur les encarts, les sites internet et tout, le service de communication, ce qu'on appelle Celcom, vous appelez par le fixe pour la gestion, le traitement et le suivi de votre dossier. Est-ce qu'on décroche ce téléphone qui sonne à longueur de journée, M. Michel Ngachou? Que non, on gère les téléphones. Alors vous vous rendez compte que, Mbomokla dit, lorsqu'on met en place une méthode, on a déjà trouvé la solution idoine pour pouvoir la contourner. On aborde la question de la gestion, comment vous appelez ça, demande de titres de foncier en ligne, gestion de vos dossiers du port en ligne, paiement des impôts en ligne. On vient de vous dire que tout a été bloqué. On parle de la ligne alors qu'on n'a même pas Internet au Cameroun. C'est incroyable. Donc vous vous retrouvez à ceci qu'il y a l'autre mécanisme qui est mis en place et dont l'observation, M. Michel Ngachou, nous amène à croire, comme le disait tantôt sur le plateau, que ça vient des hautes sphères. Comment vous vous rendez compte qu'à l'approche des élections dans ce pays, on procède à plusieurs mutations dans les services, dans tous les services, la préfectorale, au niveau des FDS, Forces de défense, on change dans tous les secteurs.
Quand vous allez vous rendez compte que ça, celui qu'on vient de nommer comme commandant, c'était un gars qui était grillé, quelqu'un qu'on avait déjà oublié, il était à 2 ans de la retraite, c'est lui qu'on nomme comme commandant, il souffrait même, il n'avait pas de maison, c'est lui qu'on vient de nommer, ils ont dit que mange ta part. Quand le gars arrive, le système, au lieu de respecter la gestion, il fait ce qui lui vient, ce qui lui passe par les ménages en disant allez dire, nous avons un dernier candidat, ce qui se passe à Bamungum, où les élites sont en train de vomir quelqu'un qui est arrivé, pourtant pour servir la nation, mais qui s'est retrouvé, vous avez vu en Mondo Vision ce qu'il avait dit, pour gérer étendant. Voilà là où nous sommes en train de fonctionner. Et on se demande donc, je suis ici à et on se demande donc, pourquoi avoir mis en 2018 la loi portant code de transparence et de bonne gouvernance, et se retrouver à ajouter la stratégie nationale de lutte contre la corruption. En 9 ans après, nous sommes sur place, nous piétinons, c'est bien entretenu en disant que... On conclut en disant que c'est de l'enfumage pour les Camerounais, c'est la fumisterie en réalité, parce que jusqu'à présent, rien n'est fait pour pouvoir... Monsieur Michel Ngatiou, nous avons validé la Convention des Nations Unies contre la corruption. Nous avons validé les dispositions de la Convention de l'Union africaine sur la prévention de lutte contre la... En termes de ratification, nous avons tout ratifié. Ça ressemble justement à la Déclaration universelle des droits de l'homme, où nous avons ratifié ces textes qui sont au-dessus de la constitution du Cameroun, où, souvenez-vous, effectivement, on sait ce que vivent les prisonniers politiques aujourd'hui au Cameroun. Pourquoi est-ce que le Cameroun a ratifié les pareils textes et ne soit pas capable de les respecter aujourd'hui? Preuve simplement, c'est que le Cameroun est mal géré, mal gouverné, et il faut justement renverser la vapeur en commençant justement, comme on a dit le poisson pourrit par la tête, il faut donc retirer la tête et sauver peut-être le corps si possible. Les messages, Karine Sontia. Un message pour lutter contre la corruption. Je propose l'amélioration des conditions de vie. Vrai, mais le système ne peut plus rien faire. Il doit dégager pour qu'on recommence sur des bonnes bases. Les saintes écritures imposent à l'homme d'aimer et à la femme de se soumettre, jamais le contraire. Pulchérie Bédi. Merci. C'est avec la défaite de... Wow, c'est pas visible ce message. Si la CONAC ne sert plus à rien, autant mieux la dissoudre. Trop d'organisations qui coûtent cher aux contribuables. Hugueman. Ce n'est pas que la CONAC. Il y a la NIF, il y a le TESC, il y a plein de structures. Ne tirez pas seulement sur la CONAC, il y a plein de structures. Mais il faut préciser justement que, en ce qui concerne toutes ces institutions, que ce soit la CONAC, que ce soit la NIF, que ce soit le TCS. Là, nous parlons en qualité de journaliste. Lorsque vous vous approchez de ces organisations pour avoir ne serait-ce qu'un chiffre, on ne vous donne pas. Je parle ici, je vais appeler ici le nom justement de Benjamin Foudaifa, qui est un grand frère, qui est au niveau de la CONAC. On sait exactement. On ne peut pas lui en vouloir à lui, parce que quand vous vous rapprochez de lui, il ne peut pas tout vous donner. Même la CONAC dit que les cellules ministérielles n'envoient pas les rapports. Alors qu'est-ce qu'on fait? La CONAC elle-même, elle se plaint. On dissout que Massi Gams et autres démissionnent pour montrer aux Camerounais que si on vous donne une mission comme ça et que vous n'avez pas la possibilité de travailler avec transparence, démissionnez simplement. C'est tout. Qui moi? Je suis fou. Malheureusement, nous sommes dans un système... mange sans faire de bruit. Sinon, tu liras il y aura les courageux et ce système lira Christelle Millot. Je vais vous faire rappeler les ambassades du Cameroun à travers le monde. Si la ligne passe, je change de nom. Ria dit-on. Ah oui, en plus, hein, ça c'est vrai. Hein. Et Kinos, si vous voulez trouver les solutions pour vaincre la corruption au Cameroun, je vous souhaite beaucoup de courage, car ce phénomène est inné en chaque Camerounais. Natacha Kemenyu. L'exemple vient d'en haut, comme en général les enfants ne copient que les mauvais exemples. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Si les Camerounais résidant au Cameroun ne comprennent pas que la solution n'est pas dans les églises et prières et qu'ils doivent passer aux actes et se battre pour leur avenir, alors ils ne sortiront pas d'aussitôt de l'auberge. Lutte contre la corruption. Laissez-moi rire un peu. Nos dirigeants doivent prêter serment devant nos fétiches et non devant les fétiches des Blancs qui est la Bible, qui pour moi est un instrument de pillage, la corruption et d'aliénation. Pas dans les conditions actuelles où on a de faux chefs. Les magistrats sont des experts en corruption. J'ai eu ma part. Ah oui, Marcel Epossi et Wanet. Même si on déchire
pour les policiers camerounais, ils vont mettre dans le caleçon. Niam, donc, le Même dans les chaussettes, non. Il faut quoi? Un autre Non, message. il faut préciser que là-bas au Ghana, c'est une tenue particulière, monsieur, une combinaison, oui. Au Ghana, c'est une combinaison particulière que vous arborez, ceux qui font les contrôles. Mais allez quand même, vous n'avez pas de poche. Allez quand même entre les doigts là précisément, au lieu de dire la Dibamba, vous voyez comment ça se passe là-bas. On vous demande même que mes grands, il n'y a rien pour moi, disons. Ça c'est différent. C'est différent. Grand, tu fais comment? Ne pars pas comme ça. Ne me laisse pas comme ça. Quand on te contrôle, tu rends compte tes pièces que tu ajoutes. Hein, on te demande, mais grand, tu me laisses comment? Donc c'est bien dommage. Karine, vous nous permettez, et vous nous permettez également de poursuivre l'émission avec non seulement nos partenaires, Consti Lamine là, dans un instant, madame, monsieur, le concept Salaka également qui s'installe, mais surtout, ce matin, Consti vient nous parler de Sorepco. Bonjour Consti Lamine. Alors bonjour Michel Ngachou, bonjour à tous nos téléspectateurs. Je reviens encore ce matin pour parler de l'un des grands partenaires du concept Salaka, à savoir la société Sorepco. Oui, Sorepco, c'est plusieurs agences au Cameroun. Sorepco, c'est des produits de qualité. Sorepco, c'est les prix les plus bas en matière de ciment, en matière de carreaux, en matière de tôle, en matière, bien sûr, tout ce dont on a besoin pour la maison. Allez dans les magasins Sorepco et même les congélateurs, les réfrigérateurs, tous ces articles-là sont en pleine promotion du côté des magasins Sorepco. Et c'est également l'occasion pour moi ce matin de dire déjà merci à la société Sorepco qui a bel et bien soutenu les 20 ans de carrière de Consti Lamine. Oui, je dis bien, qui a donc soutenu les 20 ans de carrière de Consti Lamine. Nous allons tout de suite donc parler de cette grande vente promotionnelle du côté bien sûr des magasins Sorepco avec bien sûr le concours de la réalisation. Nous allons tout de suite commencer déjà par présenter les avantages, bien entendu, du produit qui vous sera présenté tout à l'heure. Alors, ce matin, nous parlons des peintures. Oui, et pas n'importe lesquelles. Nous parlons de ces peintures-là qui nous ont bercés. Nous parlons de ces peintures-là qui permettent d'embellir nos maisons. Nous parlons de ces peintures-là qui permettent de traiter les murs des maisons. Ceux qui ont les murs, qui ont la moisissure, les murs écaillés. Ceux qui ont, bien entendu, qui veulent donner goût à leur maison pour ces fêtes de fin d'année. Alors, rendez-vous dans les magasins Sorepco parce que de ce côté-là, il se passe une grande promotion des peintures seigneurie. Oui, les peintures seigneurie sont en pleine promotion dans tous les magasins Sorepco. Nous allons déjà parler des avantages de ces peintures seigneurie. Comme avantage, les peintures seigneurie sont résistantes aux intempéries. Oui, ça résiste aux intempéries. Les peintures seigneurie sont de très bonne qualité. Les peintures seigneurie permettent également, bien sûr, de traiter les murs, permettent également de donner une beauté particulière à votre maison, à votre magasin, quel que soit le support dont on a besoin de peindre. Je vous conseille les peintures seigneurie qui sont bel et bien en pleine promotion dans tous les magasins Sorepco, que ce soit à Yaoundé, que ce soit à Garoua, que ce soit à Bertois, à Ibolova, Kribi, à Douala, c'est la promotion des peintures seigneurie, les peintures de très bonne qualité. Oh là 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 là. Évitez d'acheter n'importe quoi. Évitez, bien entendu, les peintures qui vont détruire l'environnement, les peintures qui vont détruire votre santé. Allez dans les magasins Sorepco et acheter les peintures seigneurie. Nous allons tout de suite passer à l'acte commercial de ce matin, tout en rappelant déjà tous nos téléspectateurs que dès que vous achetez 2 pots de peinture seigneurie, chers téléspectateurs, vous recevez le 3e pot gratuitement. Oui, je dis bien 2 pots de peinture seigneurie, bien entendu, c'est-à-dire de 25 kg achetés, vous recevez gratuitement un pot de peinture Eureka, qui est également une marque de la société PPG Cameroun. Et bien entendu, ces peintures seigneurie sont disponibles en plusieurs variétés. Et ce matin, nous commençons déjà par le Pentex 800. Oui, le Pentex 800, qui est ce type de peinture de très bonne qualité. Dès que vous achetez 2 pots de peinture de 25 kg de Pentex 800, on vous donne un pot de peinture Eureka, accompagné bien sûr d'un tube de teinte de votre choix. Donc, chers téléspectateurs, les numéros de téléphone, vous les avez à l'écran. C'est donc l'occasion de courir dans les agences Sorepco. Vous êtes en plein chantier, vous voulez changer votre maison, vous voulez décorer votre maison, alors rendez-vous dans les magasins Sorepco et achetez bien entendu les pots de peinture seigneurie à des prix vraiment dérisoires. Nous allons toujours poursuivre avec bien entendu cette grande vente de peinture seigneurie, cette fois-ci pour parler d'un autre modèle de peinture, notamment bien entendu les peintures seigneurie
Pantex 1300, oui, il dit bien Pantex 1300, 2 pots de peinture de Pantex achetés 1300 francs, 1300 temps pour moi, chers téléspectateurs, vous recevez bien entendu un pot de peinture Eureka dans tous les magasins Sorepco. Ce n'est pas tout. Les 5 premières personnes qui vont commander, en plus du pot de peinture, c'est-à-dire Eureka, on vous donne bien entendu un pot de 4 kg de peinture qu'on vous donne gratuitement pour les 5 premières personnes à commander dès à présent les peintures Seigneurie dans les magasins Sorepco. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Soyez prudents, soyez conscients, soyez prévoyants. Achetez la qualité, et la qualité, c'est avec Seigneurie dans tous les magasins Sorepco. Merci beaucoup, Constilamé. Merci à vous. On espère vous retrouver dans un instant, si tout se passe bien, pour une autre séquence, bien évidemment, de vente sur les antennes Equinox Télévision avec 10-12 le Zénith. Réélu au JICAM, Célestin Tawamba dénonce bien évidemment la loi des finances. Le président du groupement interpatronal du Cameroun a largement mérité les suffrages de ses pairs pour un second mandat. Dans son discours d'investiture, le nouvel élu est resté comme d'habitude très critique quant à l'environnement économique du Cameroun, mais il a promis que le JICAM continuera d'aller de l'avant. Il fera montre d'un volontarisme, d'expertise et d'efficacité pour faire triompher l'idéal d'entreprise et au-delà l'idéal de notre pays, le Cameroun, qui se trouve être un moment crucial bien évidemment de son histoire. Il est important bien sûr de mentionner que sur les 226 électeurs attendus, seuls 223 ont voté pour un score à l'arrivée, donc avec 10 bulletins nuls. C'est donc près de 95,51% que Célestin Tawamba a été reconduit avec le bureau exécutif bien évidemment à la tête du JICAM. Et on en profite pour vous rappeler, madame et messieurs, que le 27 décembre à Yaoundé, il s'organise au Palais des Sports un événement autour de la paix qui est très chère aux Camerounais, mais surtout initié pour le retour de la paix dans les zones anglophones et surtout une paix dans le Cameroun entier, initié par un certain Rabouni Ier, événement majeur attendu. Les chefs traditionnels sont attendus, les autorités administratives sont attendues également là-bas, et pas mal d'artistes aussi pour chanter la paix. On en parlera certainement dans les jours à venir sur Equinox Télévision le 27 décembre prochain. Et la revue des réseaux sociaux, Karine Santia, nous vous écoutons ce matin. On s'intéresse à cet enseignant. Vous vous souvenez des fraudes, des cas de fraude au baccalauréat où les épreuves avaient fuité. Il y a cet enseignant Noutero Marie, professeur des collèges d'enseignement technique de la promotion Kumba novembre 2018, qui est écroué à la prison de Kondengui jusqu'ici parce que une élève était venue à la veille lui remettre une épreuve d'examen qu'il avait partagée dans le groupe des élèves qu'il tenait. Alors, l'épreuve d'examen était pour les généralistes. Lui, il n'est pas généraliste. C'était pas l'épreuve traitée avec correction comme certains l'ont dit depuis le début. C'était une épreuve qu'il avait partagée comme ça. Et il ne savait pas que c'était cette épreuve-là forcément qui viendra à l'examen. Malheureusement pour lui, il est écroué en prison. Tous ceux avec qui il a été arrêtés au même moment, aujourd'hui ont été libérés provisoirement, mais lui, il reste en prison. Il appelle aussi à la clémence de Madame la ministre des Enseignements secondaires afin qu'il soit aussi, lui, libéré. Sauf que sur la toile, les Camerounais sont très en colère par rapport à cette information parce qu'ils se disent qu'il n'est pas question qu'au bas de la chaîne, on enferme quelqu'un et pourtant, du haut de la chaîne où on a laissé fuiter les épreuves, c'est-à-dire au niveau de l'OBC ou encore du ministère des Enseignements secondaires, qu'on n'enferme personne. Ceux-là qui ont été reconnus coupables ne sont pas en prison, mais que lui, l'enseignant, soit enfermé. C'est l'objet d'une colère en même temps, M. Mbachou, ce matin. Comment peut-on expliquer que de l'office du baccalauréat camerounais, où des noms des Camerounais ont été cités, qu'on n'en fasse plus qu'à aujourd'hui? Parce qu'en réalité, on vous dira qu'il y a eu un texte qui les encadre, qui encadre les sanctions pour ces derniers, pour une faute aussi grave qui a pratiquement, on va dire, dilué l'image du Cameroun dans la bêtise, dans la bestialité, dans la saleté, que la justice camerounaise choisisse délibérément de ne pas s'en saisir. Alors, quand il s'agit d'un enseignant comme ceux-là qui cherchent des voies et moyens de s'en sortir, qu'il soit contraint de rédiger une lettre pour demander pardon à la ministre. Est-ce que la ministre elle-même aujourd'hui ne peut pas la poursuivre elle-même?
Alors, il faut dire que lorsque j'ai découvert cette information, M. Michel Ngachou, j'ai eu très mal. J'ai eu très mal dans ce sens que je me disais que le dossier avait été clos du fait qu'on a libéré, en plus de Kevin, rappelez-vous, l'ensemble des personnes qui étaient L'enseignant encore là-bas. Liées à ce dossier, parce qu'on avait établi, je pense qu'il y avait un enseignant de Loum et un enseignant de Melon, et puis l'enfant de Kevin, je dis ce qu'on avait pu attraper de ce côté. Qu'il soit encore retenu là, est-ce que ce n'est pas un oubli? C'est une question qu'il faut se poser. Est-ce que ce n'est pas un oubli volontaire? On a voulu le maintenir pour histoire de le tenir. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour qu'il soit encore retenu dans ces dans cette geôle? J'ai bien mal pour lui. J'ai mal dans ce système lorsqu'on se rend compte que tous ceux qui, de près ou de loin, avaient été accusés, que ce soit au niveau de l'OBC, que ce soit au niveau des services de l'imprimerie, ces personnes se baladent en arguant tout le monde et qu'il y ait encore des personnes cassées. Je crois qu'à ce niveau, il y avait équilibre. On s'était rendu compte d'un ensemble de vices de forme qui avaient été, n'est-ce pas, établis. Il fallait tout simplement les libérer. J'invite les juges, M. Michel Ngachou, plutôt que Madame la ministre, j'invite les juges à bien vouloir libérer cet enfant. C'est comme ces enfants qu'on a confondus, M. Michel Ngachou, je profite pour faire une digression, ces enfants qu'on a confondus à des microbes, l'autre jour, c'est des étudiants. C'est des étudiants. Ici, à Bépanda, je pense Bépanda, c'est des étudiants, M. Michel Ngachou. C'est des étudiants. Il y a une personne qui est partie provoquer apparemment la bagarre dans le quartier, cassant des bouteilles. Il a fui et il est rentré dans l'hôtel pour se réfugier. Là où il était dans l'hôtel, client de cet hôtel pour se réfugier. C'est de là où les enfants, et ensuite qu'il a blessé un enfant, venait le récupérer pour le livrer à la police. Le propriétaire a plutôt appelé en disant que voici les microbes qui veulent tout détruire. Donc, imaginez ce qui est en train de se passer dans ce pays où finalement on ne sait plus. Voilà un pauvre qui se retrouve en prison. Il se retrouve en prison tout simplement parce qu'un élève et l'administrateur d'un groupe est venu lui remettre une épreuve. Il a parcouru l'épreuve. Il a juste mis dans le groupe. Lui-même n'est pas général. Donc vous voyez jusqu'où. Et à côté de ça, vous avez des personnes qui ont été ramassées, M. Michel Ngachou. Je profite encore pour faire cette digression en se demandant où est-ce qu'on va. Les gars descendent dans le quartier pour faire un contrôle. Ils descendent faire le contrôle. On trouve la bouteille de gaz chez le monsieur. On trouve des pendules. On lui demande de donner le reçu de ce plugard. La pendule, c'est la pendule de mon père. De l'époque de mon père, on dit, monsieur, c'est le sel et tout, on embarque. Donc, à un moment donné, posons-nous les bonnes questions dans ce pays. Faire du mal à son prochain rapporte quoi? Non. C'est la question qu'il faut se poser. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Faire du mal à l'autre rapporte quoi? Quand je pose la question, de savoir, c'est pas sérieux. Vraiment, avec tout le respect qu'on doit à la professeure, avec la ministre, le professeur Pauline Naloba-Yonga, aujourd'hui, comment, Madame la ministre, vous êtes consciente qu'il y a des gars au niveau de l'office du baccalauréat camerounais qui ont été impliqués dans cette affaire? Comment comprendre justement... Avec des noms connus. Avec des noms connus. Ils sont connus, ils sont identifiés. Les noms sont encore là aujourd'hui. On les connaît, ils se baladent. Qu'on laisse un enfant comme celui-là justement à la merci des prisonniers, c'est vrai, il avait ses frères en prison, mais qu'on le laisse dans une prison alors qu'il vous est... Mais il doit enseigner. Il doit enseigner. Il n'y a même pas d'enseignant au Cameroun. Il y a 2 semaines, il y a 2 semaines, elle-même, Madame le ministre, a dit qu'elle est à la recherche de 1002 professeurs disparus. Qu'on le retrouve 1002 professeurs disparus. Elle arrête cette année enfin. Alors, on va peut-être pas, on l'a très bien dit, c'est un objet de colère parce que ça met vraiment les Camerounais en colère. Madame le ministre, usez de toutes les mêmes relations que vous avez usées, messieurs les juges, vraiment, libérez ce pauvre garçon qui rentre enseigner, libérer ce pauvre garçon. C'est vrai qu'on dit que quand la justice attrape, elle ne relâche pas aussi facilement, mais de la même manière qu'on a libéré les autres, vider ce contentieux aussi simplement. Allez, on va peut-être vous donner l'occasion, Dominique Audrey, rapidement un petit mot là-dessus. Non, par rapport à l'autre cas du monsieur qu'on a arrêté pour la pendule, mais au marché chinois, on vend les pendules là-bas. Lorsque vous allez là-bas, est-ce qu'on donne les factures? Est-ce qu'on donne les reçus? Les gens vendent les trucs dans les pouces. Le long des... On donne les reçus. Mais vous n'avez pas interrogé, vous, ce qui s'est passé à Bamenda avec Bamenda Clean. Parce qu'aujourd'hui, on va le dire, bon d'accord, Equinos nous dit que c'est qui ne marche pas. Donc, on sait qu'il y a eu des gens, c'est qu'on est arrivé, on vous demande, on veut la facture de la télévision.
Partout, même à Vous Yaoundé, n'avez pas de quand on facture de vient télévision. Quand tu On achètes prend à la la télévision, quelqu'un te on prend donne la la radio facture. et on me laisse le reste. Quand Comment on expliquer achète à la ça? peau, quand on donne la facture. Quand vos Oui, maisons tu sont as suivi les inondées factures, et que hein. tout se mouille, on vous demande encore la facture, on prend vos appareils et on vous embarque. Non, il faudrait quand même que Voilà lorsqu'on les mène des trucs qui enquêtes, que radicalisent l'on les soit... gens. oui. C'est ça qui constitue une radicalisation au niveau du mental. Ouais. Allez, on va poursuivre Karine Chantière. Le deuxième sujet concerne notamment cette sortie du ministre Joseph Lé de la fonction publique qui, lors de l'entrée des élèves de la nouvelle promotion à l'ENAM, a fait un discours qui tensait pratiquement tous les défendeurs de la thèse de la suppression de l'ENAM en ces termes. Vous voici donc à l'ENAM, mes chers enfants, cette école au service de l'État et du citoyen, dont le prestige va au-delà des frontières nationales. Cette école toujours combattue, mais jamais abattue. Cette école qui a pour devise probité, humilité, excellence. Votre nom de baptême, résilience, est donc au-delà d'un symbole, tout un programme qui s'étendra tout au long de votre séjour au sein de votre école. Tous les regards sont braqués sur vous. Alors, ce qui a retenu l'attention, c'est l'expression toujours combattue, mais jamais abattue du ministre Joseph Lé, qui sonne comme si il y a des gens qui volontairement voudraient la suppression de l'ENAM et qui n'avaient pas de raison de vouloir la suppression de l'ENAM en fait. Il y a énormément de raisons de vouloir la suppression de cette école. Et les personnes qui le disent sont connues. Donc quand je regarde ça me rappelle, j'ai eu la chance récemment de présenter un mariage à Yaoundé, chez Alain Bachou-Mbongo Karine. Je vous raconte une petite anecdote. Alors que je présente le mariage, dans la salle justement, il y a un cadre, forcément un ancien directeur général de l'ENAM. Et à chaque fois que je passe à côté de lui, il ne parle pas. Quand je suis à distance, il souffle à l'oreille. Quand je reviens, il ne parle pas. Et à un moment donné, il y a le papa du mari qui me dit « Equinox, pourquoi on a peur de vous, même quand vous passez pour rien, on a peur de vous. On ne peut plus s'exprimer librement quand vous êtes à côté. » Mais que non. En réalité, on parle de l'ENAM ce matin. L'ENAM, est-ce que c'est encore réluisant? Est-ce que c'est l'école de prestige qu'on a connue, Mbombo Mbengan? Est-ce qu'on devrait, peut-être comme je suis aussi là pensé à un moment donné, le SDF, il faudrait fermer l'ENAM? Est-ce que ce n'est pas tout ça qui met à mal le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative aujourd'hui? Non, l'ENAM n'a jamais été considérée comme une école de prestige. On ne développe pas un pays à travers son administration, non. La preuve, nous sommes entrés au Fonds monétaire international en 1986. Nous sommes sortis, en fait, on a atteint le point d'achèvement des PPTE en 2006. On a considéré que, du moins le constat, c'est que c'est les fonctionnaires qui ont plus d'argent. Ouais. Et ont même plus d'argent que des entreprises. Un fonctionnaire peut facilement acheter une voiture de 60 millions qu'un privé ne ferait pas. Alors que dans la pratique, éventuellement, c'est le privé, c'est un gars du privé qui peut vite acheter. Quand les élèves, à un moment donné, passaient deux concours, l'école normale supérieure et l'ENAM, il abandonnait l'ENAM, il allait faire l'école normale supérieure. Parlons pas de polytechnique, donc l'ENAM était considéré en fait comme les gens qui n'ont pas ces valeurs. On s'est rendu compte très tard parce que tu as un point de corruption. Non, est-ce que l'ENAM sera une école où on forme les administrateurs, permettez l'expression, très corrompus? Oui, oui, c'est là même le socle de la corruption. Même le Transparency International, la CONAC aussi le dit. C'est la justice, les impôts, les douanes et bon, les régies financières. Voilà, donc en fait, c'est les produits de l'ENAM qui sécrètent, entretiennent la corruption. Voilà. On ne peut pas, et c'est eux qui gâtent le pays. Depuis qu'on a commencé à leur confier des entreprises, vous avez les résultats. Or, vous avez une école qui est spécialisée pour les entreprises, l'ESSEC. Pourquoi on n'a pas fait une passerelle entre les produits ESSEC et le management public? Voilà, donc c'est une école à fermer, c'est une école à dissoudre. Donc, quel que soit ce que dit le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, l'ENAM ne sert à rien, c'est ça? Pour l'ENAM ne sert à rien, c'est une école à dissoudre. Même en France, il y a un débat pareil sur l'ENAM. C'est une école à dissoudre. Voilà. D'abord, vous n'avez jamais vu le seul magistrat
d'abord, n'était même pas sorti de l'ENAM, mais le seul magistrat qui a voulu, c'est Assirant Gouté. Et quand il a donné les vrais résultats des législatives en 92, c'est pas les tours, on l'a, qu'il a fait un tour à, je sais pas, à Kigali ou tout ça, non, à Arusha, il est venu, on lui a même suspendu sa pension. Voilà. Il a été suspendu, je ne sais pas s'il a commencé à toucher sa pension. Donc, les magistrats intègres sont les magistrats d'une certaine génération. Mais c'est maintenant, bon, il y en a quand même qui sont intègres par leur éducation en famille. Mais les NAM les gâtent. Voilà. Il faut simplement, avant de passer voir Constille Lamine, il va peut-être falloir faire un petit mot à ceux qui rentrent à l'ENAM et qui très souvent ont l'impression qu'on entre à l'ENAM, on est au-dessus de tout le monde. N'oubliez pas qu'on va tous mourir et laisser l'ENAM. Merci à vous. Oui, nous mourrons avant. Oui, manger l'argent, vous voulez manger, vous n'avez pas de conscience. Nous allons mourir, on va tous mourir et laisser les nappes. Il a Yaoundé, je suis ici à Baba. Merci beaucoup. Vous savez ce qu'ils disent? Non. Le premier avantage qu'on a, c'est la voiture bien climatisée et bien chaussée. Merci beaucoup. Vous riez, c'est ça que c'est pas. Oui, nous allons à pied. C'est pas difficile. Bon, on accepte, on évolue comme ça. C'est pas difficile. Et ils ont leur agent chaque mois qui leur. Ils nous narguent. Pendant que vous sortez de l'école normale, vous devez attendre 5 mois. Quand nous dormons, nous dormons bien et nous revenons travailler le matin. On est voilà. Un ingénieur sorti de Polytechnique. Donc, vous entendez Nam Karim? C'est pas une affaire de dormir bien. Vous entendez Nam? Parce que si c'était le sommeil que tout le monde cherchait, c'est que nous tous on dort. C'est pas le sommeil que les gens veulent. Non, on a les vous savez qu'il est plus difficile pour un pauvre de dormir que pour un riche de dormir. Oui, que pour un riche de dormir. Il dort avec la clim. Les moustiques ne le touchent pas. Ah, là c'est le physique, hein. On dort, non, on parle du sommeil. Laissez le spirituel là, c'est avec Dieu qu'on va voir ça. On est sur terre, vous nous parlez du spirituel comment? Karine, ça ne sert à rien de dormir, tu ne dors pas. Michel Ngachou, c'est pour ça qu'on ne fait que mettre Dieu devant alors que le problème est là, on vit, on touche. N'est-ce pas? Oui. Parlons avec Von Bio, on vous revient. Von Bio, bonjour Constille. Alors Michel Ngachou, je te tire un coup de chapeau, hein. C'est-à-dire tu partages la même philosophie de la vie que moi. La meilleure façon de vivre sur terre, c'est d'être simple, c'est d'aimer ce qu'on fait, c'est d'être sérieux, n'envier personne. Ah ben oui, ça ne sert à rien d'avoir des milliards, d'avoir des grosses voitures et mal dormir. Le meilleur sommeil est le sommeil dont on ne se reproche de rien. Merci Michel Ngachou pour cette belle introduction de ce matin. Merci beaucoup mon frère. Alors, à l'instant, nous allons parler, bien entendu, du concept Salaka, de ce concept de communication, de vente en direct à la radio-télévision Equinox. Alors, je reviens ce jeudi matin annoncer à tous les téléspectateurs une très très bonne nouvelle commerciale. Oui, une très bonne nouvelle commerciale qui est celle que le concept Salaka de Constille Lamine organise 3 jours de vente promotionnelle à la terrasse de l'Hôtel Lumière. C'est à Douala au Cameroun. Oui, c'est à l'occasion de la prolongation de la célébration de mes 20 ans de carrière. C'est un événement qui fait partir des activités qui marquent les 20 ans de carrière de Constille Lamine qui seront célébrées tout au long du mois de décembre et qui ont commencé le 4 décembre dernier. Alors, le lundi 21 décembre, le mardi 22 décembre et le mercredi 23 décembre qui est un jour spécial parce que ce mercredi-là, nous allons une fois de plus couper le gâteau d'anniversaire à la terrasse de l'Hôtel Lumière et ces ventes promotionnelles auront lieu de 8h à 19h30. C'est l'occasion déjà pour les téléspectateurs de faire déjà des réservations, d'appeler au concept Salaka. Vous aurez bien entendu tous les produits du concept Salaka, bien entendu tels que les tapis de braise, les pommades contre les hémorroïdes, les correcteurs de posture, les languettes médicales, l'électroménager. Tous ces produits-là seront vendus à des prix vraiment dérisoires. Tenez-vous tranquille, ce jour-là, vous aurez le Von Bio Oméga 3 à 5500 francs pour ces 3 jours de vente promotionnelle à la terrasse de l'Hôtel Lumière, c'est à Douala. C'est à l'occasion de la prolongation de la célébration de mes 20 ans de carrière. Merci beaucoup et bonne célébration à tous les clients du concept Salaka. Allez, merci également à vous, madame, messieurs. Si vous ne faites pas la politique, elle vous fera. Sinon, elle peut vous broyer. Demain, 10h.